Bonjour à tous. Bonjour Bonjour. Fanny. Bonjour Marie, bonjour à tous. Alors, on a des gens qui sont encore en train d'arriver un petit peu là. Bon, bah, merci beaucoup Fanny d'être avec nous aujourd'hui sur Enidiag Academy. C'est ton premier webinaire avec nous, Oui. où tu vas nous parler du foie. C'est le premier webinaire de ce module. Il y en aura un deuxième qui sera axé plus sur des cas pratiques, c'est ça? Oui, là, ça fait, la première partie sera vraiment de la grande théorie sur l'exploration biologique du foie et pour la deuxième, les vétérinaires auront donc, 2 cas à traiter, chez eux en aparté, et on en discutera, tous ensemble, on en fera «la correction» entre guillemets à la deuxième partie et il y aura un cas bonus, c'est-à-dire un cas que les vétérinaires n'auront pas travaillé auparavant et qu'on travaillera ensemble en live, voilà, en direct. OK, super. Bon, bah, écoute, avant que, tu commences ton webinaire, je vais faire ma désormais traditionnelle petite, présentation de Enidiag Academy. Vous le savez, maintenant, sûrement, donc Enidiag, heu, c'est un laboratoire qui regroupe, 3 laboratoires, que vous connaissez peut-être déjà. Il y a Innovivet, le LAPV Amboise et le laboratoire Vebio. Depuis, le début de l'année, on a décidé de lancer notre plateforme de formation Enidiag Academy qui cette année du moins, présente sous forme de webinaire. Il y en a 19 qui ont lieu tout au cours de l'année. Nous en sommes au 9e aujourd'hui. Et vous avez devant vous donc les formateurs et formatrices de notre académie qui parlent de toutes sortes de spécialités de la biologie et de la médecine vétérinaire. Si tu veux, tu peux passer la slide de manière à ce que vous ayez accès au téléchargement du programme donc de nos webinaires de l'année, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez scanner ce QR code ou sinon je vous mettrai un petit lien dans le chat dans quelques minutes sur lequel vous pourrez cliquer pour télécharger ce programme de formation. Il est aussi disponible sur enidiag.fr où vous pouvez vous inscrire à tous les webinaires qui arrivent et aussi regarder les replays qui sont libres d'accès de tous les webinaires passés de Enidiag Academy. À la fin de ce webinaire, je vous partagerai le lien d'une enquête de satisfaction qui est très importante pour nous parce qu'on aime beaucoup recevoir vos retours pour s'améliorer dans ce projet qu'on vient de lancer. Donc, n'hésitez pas à prendre 2 minutes vraiment pour y répondre, ce serait très utile pour nous. Et puis, avant de vous laisser avec votre formatrice, donc, comme d'habitude, si vous avez des questions pendant le webinaire, vous avez un onglet questions en bas à droite de votre écran, à côté du chat, dans lequel vous pouvez poser une question. Vous pouvez aussi voir si la question a déjà été posée, voire même déjà répondu. Et puis si vous avez, des questions plutôt sur, les aspects techniques de, comment accéder au replay et cetera, comment marche le webinaire, ou, des compliments pour votre formatrice ou pour nous, n'hésitez pas à les faire, dans le chat. Voilà, je vous laisse avec, Fanny donc, qui est, enseignante et maître de conférence à l'école vétérinaire de Toulouse et diplômée de pathologie clinique vétérinaire, heu, pour, ce webinaire sur le foie et je vous dis, bon webinaire à tous. Bien, merci Marie pour, cette introduction. Donc maintenant, nous allons passer dans le vif du sujet, qui est, l'exploration biologique clinique, du foie. Alors c'est un grand thème, vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations. Donc dans cette première partie, c'est vraiment l'aspect relativement théorique, en essayant de garder quelques aspects pratiques pour mettre quelques particularités d'espèces, notamment pour le chien et le chat, sur chacun des marqueurs biologiques dont on va parler les uns après les autres. Et la deuxième partie, ce sera vraiment quelque chose de plus concret, de plus pratique, où vous allez manipuler des cas, de biologie clinique, et on fera, la discussion de ces cas dans la seconde partie au mois de juin. Donc les objectifs de cette première partie, sont des objectifs, d'une partie théorique. Donc, on va parler de différents marqueurs biologiques qui permettent d'évaluer, la fonction du foie et son aspect lésionnel aussi. Donc dans un premier temps, à la fin de cette formation, vous devriez être capable de, choisir, de sélectionner correctement toutes les variables d'intérêt pour explorer une souffrance hépatique, une cytolyse, une cholestase également, et avoir quelques idées de toutes les différences que l'on a entre le chien et le chat.
des particularités d'espèces, sur lequel on va bien insister, au fur et à mesure dans cette présentation. Ensuite, être capable de choisir, cette fois-ci les variables d'intérêt pour explorer non plus, la cytolyse ou la cholestase, mais cette fois-ci une insuffisance hépatocellulaire, une véritable insuffisance hépatique. Alors pour essayer de retenir l'intérêt des marqueurs biologiques, et puis comment ils vont varier en fait en fonction des différentes affections hépatiques, c'est vrai que, pour retenir toutes ces listes de diagnostics différentiels ou autres, la meilleure façon pour les retenir en quelque sorte, c'est d'avoir une idée des mécanismes physiopathogéniques qui sont sous-jacents, pour les retenir. Donc par exemple, ce sera être capable d'identifier les différents mécanismes physiopathogéniques qui peuvent être à l'origine d'un ictère, d'une hyperbilirubinémie, comprendre comment utiliser les acides biliaires et l'ammoniamies qui sont 2 marqueurs, véritablement très intéressants pour investiguer notamment la fonction hépatique. Envisager du coup, les différents diagnostics différentiels, des variations de tous les marqueurs biologiques dont on va parler, pour explorer les affections hépatiques et savoir inscrire le bilan hépatique dans une démarche du coup plus globale au niveau clinique et diagnostic global. Avoir une idée de quels tests vont plutôt être intéressants à utiliser dans un bilan de routine, ceux qui vont être plutôt intéressants à utiliser en seconde intention pour confirmer une atteinte hépatique par exemple, et ceux en troisième intention qui vont véritablement nous aider pour trouver l'étiologie de l'affection hépatique suspectée. Donc maintenant, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer, en faisant quelques brefs rappels parce que c'est vrai que le foie est un organe assez complexe, hein. Il est véritablement très riche en fonctionnalités. Il y a vraiment de nombreuses fonctions hépatiques qui sont primordiales, pour la vie d'un organisme. Notamment les premières fonctions sont des fonctions de synthèse. Donc le foie est responsable et très impliqué dans le métabolisme protéique, avec notamment la fixation du NH4+, le métabolisme glucidique également et le métabolisme lipidique. Donc c'est vraiment un organe clé pour, tout ce qui va être synthèse, que ce soit au niveau, protéique, glucidique ou lipidique. Pour les protéines, par exemple, c'est pas toutes les protéines qui sont produites au niveau du foie, hein. Les immunoglobulines ne sont pas produites par le foie, mais toutes les autres, elles sont produites de novo, principalement par le foie, au niveau du foie. De cela, est associée également une fonction de stockage. Donc, il est impliqué dans la synthèse et dans le métabolisme de différentes choses et pour tous ces métabolismes, il y en a certains métabolites qui vont être stockés, dans ce foie. Donc notamment, par exemple, le glycogène qui est stocké dans le foie. Donc le glycogène, en fait, ça va permettre d'avoir une réserve. Si on a besoin de glucose, ce glycogène va être transformé par la glycogénolyse en glucose et pouvoir être utilisé après par l'organisme. Le foie est aussi capable de stocker beaucoup de triglycérides de façon parfois pathologique. Également du fer, du cuivre, et cetera. Donc c'est véritablement un lieu de stockage de beaucoup de choses, qui sont importantes pour l'organisme. C'est aussi un lieu de détoxification, que ce soit des éléments exogènes comme des toxiques, des médicaments, et cetera. Il y a beaucoup de choses qui vont être, catabolisées au niveau du foie, et éliminées au niveau du foie également. Au niveau endogène, il y a aussi des molécules telles que l'hémoglobine, certaines hormones stéroïdiennes et polypeptidiques et cetera, qui vont être, catabolisées au niveau du foie et ensuite éliminées. Il y a la fonction d'excrétion, élimination, notamment via les acides biliaires, hein, qui sont, très importants, notamment pour la digestion après des lipides au niveau intestinal, donc qui se fait via, les voies biliaires. Hem Et enfin, une autre, fonction du foie auquel on ne pense pas forcément, mais parce qu'elle est pas moindre, mais pas moins importante, mais c'est la fonction de filtre. Alors en fait, il faut savoir que dans le foie, il y a notamment des cellules de Kupfer qui sont un petit peu l'équivalent de cellules macrophagiques et qui vont permettre de filtrer certaines choses, de cataboliser certaines choses, et cetera. Donc on voit que pour ce foie, il y a vraiment tout un tas de choses, tout un tas de fonctions, primordiales pour l'organisme, qui dépendent vraiment du foie. Alors du coup, le foie a une structure un petit peu particulière, comme il a vraiment des fonctions à la fois, dans la production, dans l'élimination, dans la catabolisation, et cetera. Il y a des entrées et des sorties qui sont un peu particulières au niveau de cet organe. Donc au niveau des entrées, on a l'artère hépatique qui va amener tout ce qui est sang oxygéné dans les différents, lobules hépatiques à toutes les travées hépatocytaires. Donc elle va se ramifier pour ensuite arriver au niveau des espaces portes. Elle est suivie par la veine porte qui, elle, va apporter des nutriments, mais également aussi des toxiques à éliminer et cetera.
dont certains sont issus de l'alimentation et du coup, ben, d'ailleurs, on a un apport qui va être plus important en postprandial, qui va se ramifier également et se retrouver au niveau des espaces portes, donc au centre des lobules hépatiques. Et enfin, on a les sorties. Alors dans les sorties, qu'est-ce qu'on entend par sortie? On entend les veines centrolobulaires que l'on va retrouver au centre, ces lobules hépatiques, qui sont en fait, qui vont retrouver, le sang provenant des artérioles et des vénules hépatiques après le trajet au travers des travées hépatocytaires. Donc c'est, j'ai envie de dire, après le travail des hépatocytes, tout ce qui va ressortir des hépatocytes peut ressortir au niveau de la veine centrolobulaire. Et enfin, les canaux biliaires que l'on retrouve cette fois-ci au niveau des espaces portes avec les ramifications des artères hépatiques et de la veine porte, et qui, elle, va permettre, bah, l'élimination tout simplement, l'excrétion de la bile vers la vésicule biliaire et c'est la vésicule biliaire ensuite qui va envoyer la bile, vers, le tube digestif. Donc bon après pour le flux, bah, au niveau du flux sanguin, pour les, lobules hépatiques, on dit qu'on a un flux centrifuge, et alors que pour le flux, biliaire, c'est plutôt un flux, centripète. Alors pourquoi la biologie médicale a un rôle primordial pour l'exploration, du foie, que ce soit d'un côté lésionnel ou d'un côté fonctionnel? Ben, c'est parce qu'en fait, les affections hépatiques, il y en a tout un tas de différentes, heu, plus ou moins graves avec une sévérité plus ou moins importante et cetera et surtout, il faut avoir en tête que ces affections hépatiques sont très diverses et variées, de par leur mécanisme physiopathogénique, mais surtout, de par, leur clinique également. Et la clinique peut être très variable, parfois avec des signes cliniques sévères, parfois bien moindres, parfois très légers et parfois même subcliniques, voire asymptomatiques. Donc du coup, la biologie médicale a toute sa place parce qu'il y a des marqueurs biologiques qui vont évoluer, qui vont être modifiés avant même que la clinique peut être, évidente, en tout cas pour, les propriétaires ou pour le clinicien en consultation. L'anamnèse et les commémoratifs sont aussi bien sûr primordiales, hein, pour la prise en charge et l'exploration des atteintes hépatiques. Notamment pour avoir le côté, est-ce que c'est une atteinte qui semble être plutôt aiguë ou chronique? Bah, la biologie médicale peut pas permettre parfois de répondre à ces questions-là ou alors elle a besoin d'autres éléments, que ce soit au niveau anamnèse ou commémoratif. Il faut savoir que parfois, les lésions peuvent être assez avancées avant que les marqueurs biologiques, notamment d'insuffisance hépatique, soient, mis en évidence. L'insuffisance hépatique, généralement, elle se met en place à bas bruit, petit à petit. Quand c'est chronique, hein, quand c'est aigu, bon, c'est autre chose. Hem Et les signes biologiques, peuvent apparaître, malgré des lésions qui peuvent être déjà bien avancées. Donc pour la biologie médicale, il faut faire des choix de tests biologiques. Donc souvent, on va assimiler certains marqueurs, qui vont appartenir, une exploration plutôt, préliminaire, j'ai envie de dire, du lésionnel ou du fonctionnel hépatique, qui sont souvent inclus dans un bilan de routine, dont on parlera tout de suite, dans très peu de temps. Et enfin, d'autres marqueurs biologiques qui vont être plutôt beaucoup plus spécifiques de l'investigation d'une atteinte hépatique. Pour, investiguer donc les lésions hépatiques, il y a 2 choses qu'on peut un petit peu, regarder de façon différente. C'est détecter une lésion hépatique de type souffrance hépatocytaire. Donc on appelle ça aussi une cytolyse, c'est-à-dire les cellules vont être abîmées, directement. Ça peut, être associé à tout un tas d'affections, hépatiques, sous-jacentes qui sont très, très diverses et variées. On peut utiliser le différentiel vitamine D avec, des atteintes qui vont être de type vasculaire, inflammatoire, plus ou moins infectieuse, toxique, des anomalies congénitales, métaboliques, infectieux, néoplasiques ou encore dégénératifs. Donc il y a vraiment plein de choses très diverses et variées. Ce qu'on va aussi voir au fur et à mesure dans cette partie théorique, on va voir qu'on a beaucoup de choses qui nous permettent en biologie médicale d'explorer s'il y a une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle du foie. En revanche, pour en connaître précisément l'étiologie, la cause, c'est une autre histoire. Et on verra qu'on se fait souvent aider par d'autres tests complémentaires qui ne sont pas forcément de la biologie médicale pour essayer de retrouver la cause précise de cette atteinte hépatique. Donc encore une fois, j'insiste, hein, le foie a une réserve fonctionnelle assez importante et avant d'arriver à une insuffisance hépatocellulaire, souvent il faut beaucoup, beaucoup de dégâts, près de 70 à 80 des hépatocytes qui soient altérés. Quand on parle d'insuffisance hépatique fonctionnelle, on a tendance à penser à 2 choses différentes. On va avoir le versant cholestase
Donc tout ce qui va pouvoir induire une cholestase, c'est-à-dire un dysfonctionnement de l'excrétion biliaire au niveau du foie. Donc au niveau du diagnostic différentiel, pour les causes de cholestase, elles sont diverses et variées, encore une fois, comme pour la souffrance hépatocytaire. En revanche, il est vrai que l'inflammatoire, le toxique, infectieux ou néoplasique est peut-être un peu plus ce qui va ressortir le plus fréquemment. Ensuite, donc ça, c'est une des dysfonctions hépatiques que l'on peut essayer de mettre en évidence avec des marqueurs biologiques. En sachant que quand on a une cholestase, chez un animal, Heu, même enfin, que ce soit une cause primitive, secondairement, ça peut induire une souffrance hépatocytaire et vice versa. C'est-à-dire qu'une souffrance hépatocytaire seule peut secondairement induire une cholestase. Donc on peut avoir un cercle vicieux qui se met en place et enfin, quand on parle de dysfonctionnement hépatique, on pense aussi bien sûr à l'insuffisance hépatocellulaire globale et notamment celle qui va impacter tout ce qui va être fonction de synthèse, de détoxification et cetera. Cette insuffisance hépatocellulaire, elle peut bien sûr être primaire ou secondaire à autre chose. Donc comment on va faire pour explorer tout ça? Donc quand on pense biologie médicale, on pense à tout un tas de tests biologiques possibles, mais pour l'exploration hépatique, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va mettre en priorité? Comment on va hiérarchiser nos tests? On ne peut pas tout faire d'un seul coup, hein, ça, c'est certain. Il faut, hiérarchiser et voir l'intérêt d'un marqueur par rapport à un autre, pour pouvoir sélectionner correctement nos marqueurs d'intérêt. Donc pour l'exploration, hépatique, les tests de première intention sont ceux qui vont nous permettre souvent d'émettre une suspicion d'atteinte hépatique, d'accord? Heu, des tests de seconde intention vont nous permettre de confirmer réellement une atteinte hépatique et de la préciser même, de rentrer un peu plus dans, quel rôle par exemple du foie, ou quelle modification plus précisément on va avoir, au niveau de la fonction du foie. Et en troisième intention, on aura tout un autre panel, de tests possibles qui vont nous permettre d'essayer d'établir un diagnostic étiologique. Alors, je dis pas qu'il y a pas de biologie médicale au niveau de ces tests de troisième intention, hein, il y en a. Mais c'est pas les plus courants et souvent on va se faire aider, bien sûr par tout ce qui va être imagerie médicale. Ça c'est, la biologie médicale en elle seule, elle permettra jamais de faire un diagnostic, précis d'une affection en tant que telle. On est toujours associé à d'autres examens complémentaires en général et pour l'exploration hépatique, l'imagerie est très importante et souvent, l'anatomie pathologique arrive aussi, de façon assez importante pour établir la cause précise de notre affection hépatique. Donc au final, le foie, c'est un système assez riche en informations et en dysfonctionnements possibles. Donc on va souvent, dans l'exploration biologique, on va avoir un versant sur tout ce qui va être enzymes plasmatiques, dans le sens où on va le voir, ces hépatocytes contiennent tout un tas d'enzymes qui vont pouvoir être déversées dans le courant circulatoire en cas de lésionnel, c'est-à-dire quand ces cellules vont devenir permissives, perméables, parce qu'elles sont lésées. Ensuite, tout un tas de marqueurs qui vont être plutôt associés à l'insuffisance hépatocellulaire. Cette fois-ci, les hépatocytes n'arrivent pas à faire correctement leur travail de synthèse, détoxification, et cetera. La fonction excrétobiliaire, élimination notamment de la bile, qui peut être atteinte. Et enfin, il ne faut pas oublier que c'est un organe qui peut être atteint par des affections inflammatoires et donc on peut aussi essayer de mettre en évidence, pourquoi pas, un contexte inflammatoire, soit in situ au niveau du foie, soit bien sûr au niveau systémique. Donc pour les tests, biologiques pour l'exploration hépatique, on va en faire vite fait un catalogue sur 2 diapos et ensuite on rentrera dans le vif du sujet pour chaque marqueur biologique, et pour chaque affection possible du foie. Donc pour les tests biochimiques d'intérêt, il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà faire, qui sont assez faciles d'accès, qui ne coûtent pas forcément toutes très cher. Donc quelles sont-elles? Donc, dans un premier temps, dans les tests de première intention, on va avoir notamment l'exploration des enzymes et de l'activité des enzymes hépatiques que l'on peut retrouver dans les hépatocytes et qui, dans le cas de certaines affections, vont être modifiées. Notamment, on attend des augmentations de l'activité de ces enzymes. Donc, certaines enzymes vont permettre de mettre en évidence une lésion hépatocellulaire et d'autres, la cholestase notamment, on en parlera longuement tout à l'heure. Ça fait souvent partie d'un test de bilan de routine ou en tout cas de première intention quand on veut explorer, des atteintes hépatiques. Ensuite, on a d'autres, marqueurs, dans des, tests biochimiques qui peuvent nous permettre d'essayer d'évaluer, pardon, la fonction hépatique, telle que notamment la bilirubine
pour la fonction excrétion, l'albumine, le glucose notamment pour la fonction synthèse, l'urée également pour la fonction synthèse et cholestérol, également. Donc ça fait partie des tests de première intention et tout ce qui va être acide biliaire, ammonium et les facteurs d'hémostase fibrinogènes sont souvent des tests que l'on va faire en seconde intention, à la fois pour améliorer leur sensibilité et spécificité, notamment pour les acides biliaires, et pour l'ammonium pour certaines affections hépatiques. Pour les acides biliaires et le NH3, ça va être surtout la fonction détoxification excrétion qui va être évaluée. Les facteurs d'hémostase et fibrinogènes, c'est directement lié à la synthèse des protéines, qui peuvent être impactées en cas de dysfonctionnement hépatique. Pour les autres tests biologiques d'intérêt que l'on peut avoir autres que la biochimie, on va avoir tout ce qui va être analyse d'urine, hématologie, qui vont bien sûr faire partie des tests de première intention, hein, assez facilement accessibles et qui sont donneurs de beaucoup d'informations, que ce soit pour une affection hépatique ou une affection plus systémique, inflammatoire ou autre. Donc pour l'analyse d'urine, on le verra, on parlera densité urinaire, bilirubinurie, cristallurie spécifique et l'hématologie, on parlera un peu plus longuement sur, tout ce qui va être, anémie, microcytose plus ou moins associée à une anémie et poikilocytose. Pour tout ce qui va être cytologie, alors soit axé directement sur le foie, et la bile, heu, soit sur un épanchement, quand il y a un épanchement chez notre animal. Cela fait souvent partie d'un test de seconde intention, bien que quand on a un épanchement, on peut considérer qu'on va l'explorer directement parce qu'on va avoir besoin de savoir de quel type d'épanchement c'est pour comprendre un petit peu la cause possible derrière. On peut parfois dire que ça peut faire partie des tests de première intention, quand il est présent bien sûr. On a aussi tout ce qui va être test endocrinien et bilan inflammatoire. Alors les tests endocriniens pourquoi? Mais parce que notamment quand on a des anomalies au niveau de l'activité enzymatique, de certaines enzymes, dans le diagnostic différentiel, il y a certaines affections endocriniennes comme par exemple l'hyperthyroïdie chez le chat ou l'hypercorticisme chez le chien. Et enfin, les tests de troisième intention, où là, ce sont vraiment des tests qui vont plus nous permettre de confirmer une atteinte hépatique, mais cette fois-ci d'essayer d'en trouver la cause, la véritable étiologie de cette affection hépatique. Donc là, on va par exemple, hein, en fonction de l'anamnèse commémorative, encore une fois, et du reste du bilan biologique, pourquoi pas, rechercher des agents infectieux, que ce soit par bactériologie, sérologie ou PCR. Faire de la toxicologie, notamment si on suspecte une surcharge en cuivre, par exemple, au niveau du foie. Et dans un grand nombre de cas quand même, parfois, on est obligé de faire de l'anatomopathologie pour essayer de caractériser précisément l'atteinte, hépatique que l'on a, et du coup, pourquoi pas mettre des traitements en place, adaptés. Donc, dans un premier temps, on va faire un zoom sur les marqueurs lésionnels de cytolyse. Donc, c'est-à-dire quand l'intégrité des hépatocytes est atteinte et que du coup, ces hépatocytes vont avoir tendance à déverser ce qu'ils ont normalement dans leur cytoplasme. Donc, qu'est-ce qu'ils vont déverser et qu'est-ce qui nous intéresse notamment? Ça va être l'activité enzymatique de certaines enzymes. Alors, quand on parle cytolyse, alors cytolyse plus ou moins liée à de la nécrose, hein, tout est possible. C'est pas spécifique d'une atteinte hépatique en particulier. Il y a beaucoup d'affections hépatiques qui peuvent induire de la cytolyse. Donc c'est pas spécifique d'une affection particulière. Il faut avoir en tête que du coup, l'intensité de l'augmentation de l'activité des enzymes qui vont être déversées dans le courant circulatoire et que l'on peut doser, peut être associée et corrélée à la sévérité des lésions. En revanche, alors il y a peut-être un petit bémol, c'est notamment quand on arrive en phase terminale d'une hépatite chronique, d'une insuffisance hépatocellulaire. Les hépatocytes qui restent, souvent ils sont pas capables de ressembler à des hépatocytes normaux et du coup souvent ils peuvent, avoir une activité enzymatique de base intracellulaire qui va être plus basse qu'un hépatocyte normal et du coup, c'est vrai que dans les phases terminales, on n'a pas forcément d'augmentation de l'activité de ces enzymes hépatiques, même s'il y a un lésionnel derrière quand même. Et même s'il y a une tendance à avoir une corrélation entre l'intensité de l'augmentation de l'activité de ces enzymes, en revanche, en aucune manière ce sera, le reflet de est-ce que ma lésion va être réversible ou irréversible et du coup du pronostic. C'est pas parce qu'on va avoir une intensité, très importante de l'augmentation de l'activité enzymatique des enzymes qui nous intéressent pour la cytolyse que forcément ce sera un pronostic, grave ou autre. Tout va dépendre notamment de la cinétique, de comment, va évoluer la lésion, et cetera. Donc, dans nos hépatocytes, qu'est-ce qu'on peut avoir comme enzyme et qu'est-ce qu'on va pouvoir doser comme enzyme pour nous permettre de mettre en évidence une cytolyse? Dans le cytoplasme, on va avoir des enzymes qui sont
soit localisés uniquement dans le cytoplasme, soit éventuellement dans le cytoplasme et dans les mitochondries. Alors, on va penser aux alates, par exemple, qui sont strictement dans le cytoplasme, aux LDH et SDH qui sont aussi strictement dans le cytoplasme. Alors que les mitochondries pardon, peuvent, avoir également de l'azate. Donc l'azate a une localisation mixte. On peut la retrouver dans la localisation du cytoplasme des hépatocytes ou dans les mitochondries. Et la GLDH, elle, est strictement, intramitochondriale. Donc on va voir ce que ça peut avoir comme effet d'être uniquement localisé dans les mitochondries ou uniquement dans le cytoplasme. Si vos cellules sont lésées, s'il y a une cytolyse qui se met en place, ces, enzymes vont pouvoir être déversées dans le courant circulatoire alors que normalement elles ne le sont pas. Et du coup, c'est cette augmentation-là qui va permettre de savoir qu'il y a un lésionnel au niveau du foie. Alors, il y a un lésionnel au niveau du foie, mais encore une fois, faut-il encore que ces enzymes soient plus ou moins spécifiques du foie. Alors, quand on regarde la localisation tissulaire de ces différentes, enzymes dont on vient de parler, donc elles sont toutes au niveau des hépatocytes et certaines, on les retrouve malheureusement dans d'autres cellules. Pour vous donner alors c'est un schéma, c'est un schématique, hein, c'est une répartition schématique, de la, répartition de l'activité enzymatique des azates et des alates. Donc sur la gauche, vous avez, une répartition qui ressemble à celle que l'on va avoir chez le chien et chez le chat, alors que sur la droite, pour chacun des organes, vous avez une répartition qui reflète plutôt ce qu'on va pouvoir obtenir, pourquoi pas chez le rat, la vache ou le cheval. Si on regarde chez le chien et chez le chat, par exemple, l'activité est très importante au niveau du foie et beaucoup moindre au niveau de d'autres organes comme le muscle, le pancréas ou le cœur, où on peut la retrouver également. Par conséquent, on peut considérer qu'elle est assez spécifique du foie, même si on la retrouve un peu ailleurs. Et cette, activité enzymatique qui est bien plus importante dans le foie, elle va pouvoir nous permettre de nous dire, ça va permettre d'avoir un marqueur assez sensible. Puisque dès que il va y avoir du lésionnel au niveau du foie, ça va induire une augmentation assez importante de l'activité enzymatique au niveau plasmatique. Pour les azates, c'est un petit peu la même chose, si ce n'est qu'on va pondérer les choses, notamment, ça va être une enzyme que l'on va pouvoir retrouver, au niveau, des myocytes, et du coup, sa spécificité va être un petit peu plus impactée. Dans tous les cas, ces enzymes permettent de mettre en évidence de la cytolyse, c'est-à-dire un aspect lésionnel, les hépatocytes qui vont être lésés au niveau du foie. Il y a quelque chose qui est aussi important à retenir, pour ces enzymes-là, c'est qu'on a des temps de demi-vie qui sont très variables d'une espèce à une autre. Par exemple, si on regarde le temps de demi-vie, des alates pour le chien, il est bien plus important que celui, que l'on a chez le chat, qui n'est que de 3-4 heures. Par conséquent, l'aspect pratique de la chose, c'est que chez le chat, une augmentation plus petite de l'activité enzymatique au niveau du plasma, on pourra plus facilement l'interpréter, elle aura une signification plus importante que par rapport au chien. Parce qu'on ça a ce temps de demi-vie qui est très, très court. Et encore plus pour les azates, d'accord? Hem, Après, il faut s mmh, non, je vais pas vous pour le LDH, GLDH et SDH, je vais pas trop m'appesantir dessus parce que ce ne sont finalement pas des marqueurs lésionnels que l'on utilise en pratique, très fréquemment. Donc on va surtout s'intéresser à l'activité enzymatique des alates et des azates. Donc là va commencer la première petite question que vous allez avoir, au regard de ce qu'on vient de dire sur, la source tissulaire de ces enzymes. Comment différencier une atteinte musculaire d'une atteinte hépatique lors d'augmentation de l'activité des azates et des alates? Hop. Ah, je suis désolée. Du coup, pardon Marie? Oui, Celle-ci n'a pas été mise dans le sondage? alors en fait, cette question, comme il n'y a pas de différentes Ah, j'ai pas mis de possibilités, réponse, pardon. Oui, OK. voilà, Bon, d'accord. donc mais ce qu'on peut faire, c'est si vous voulez, répondez dans le chat, voilà, on a des gens là qui répondent: CK, créatine kinase. OK, parfait. Bon, très bien. Eh bien, vous avez de toute façon la bonne réponse, donc on va continuer. Hop. Effectivement, le fait que l'on retrouve, cette activité enzymatique dans le muscle, bien que chez les alates, on la retrouve en bien moindre quantité, hein, pour la latte, c'est, tout à fait intéressant d'avoir un autre marqueur biologique pour essayer de faire la différence entre les 2.
Donc j'aimerais bien que ça mon PPT remarche. Donc effectivement, pour faire la différence entre une atteinte musculaire et une atteinte hépatique, clairement, quand on a une augmentation de l'activité enzymatique des ALAT et des ASAT, pour s'affranchir de cette possibilité-là, on dose l'activité enzymatique de la créatine kinase. D'accord? Puisque celle-ci, en fait, est en quantité très importante dans le muscle comparé à l'activité des azates ou de l'activité des alates. Du coup, un lésionnel sur le muscle va induire une véritable augmentation au niveau de l'activité enzymatique des CK et du coup, ça nous permet vraiment de faire la différence, la part des choses entre est-ce que j'ai finalement une atteinte, musculaire ou pas? À savoir qu'une augmentation de l'activité enzymatique des alates liée à une affection musculaire, c'est assez rare. Dans tous les cas, ça fera généralement une augmentation d'activité relativement modérée. Mais c'est pas impossible, d'accord? Il y a vraiment des affections, musculaires, comme des myodystrophies ou autres qui peuvent être, très importantes au niveau lésionnel et peuvent quand même engendrer des augmentations, d'activité, enzymatique des ALAT. Pour les ASAT, l'augmentation est plus fréquemment rencontrée, en cas d'affection musculaire et c'est effectivement, bah, du coup, le dosage de l'activité de la créatine kinase qui nous permet de faire la part des choses. Faut pas oublier que, par exemple, quand on regarde la source tissulaire des ASAT, de l'activité enzymatique des ASAT, on peut en retrouver dans les hématies et donc au niveau préanalytique, il est fortement recommandé, en tout cas, d'éviter d'avoir des plasmas hémolysés. Alors après, on fait comme on peut dans la vie, je suis bien d'accord, quand la prise de sang n'est pas facile à réaliser, que l'animal n'est pas coopératif, vous n'avez pas réussi à récolter beaucoup de sang, vous faites avec ce que vous avez. Dans tous les cas, si vous avez une augmentation de l'activité enzymatique des azates, et que quand vous avez préparé votre prélèvement pour faire cette mesure enzymatique, quand vous avez fait votre prélèvement de plasma et cetera et que vous avez remarqué qu'il était rouge, bah, il faut se le mettre dans un coin de la tête et se dire: «Oups, bah, si j'ai une augmentation, peut-être de l'activité enzymatique des azates avec mon plasma qui est très hémolysé, bah, je ne pourrai pas trop faire la part des choses. Il faudra peut-être soit que je refasse un autre prélèvement plus tard». Voilà. Alors l'activité enzymatique des alates est un peu moins impactée par le plasma hémolysé, mais ça peut aussi l'être quand même. Donc on évite d'avoir un plasma hémolysé quand on veut, évaluer l'activité enzymatique, de la late et des azates. Alors là, je voulais revenir avec vous sur la notion de variabilité biologique. Donc là, on a vu la source, tissulaire de l'activité enzymatique, qu'elles étaient plus ou moins spécifiques du foie, qu'on pouvait doser la créatine kinase pour exclure une atteinte musculaire et cetera. Maintenant, comment j'interprète réellement une variation de cette activité enzymatique, que je veux obtenir? Alors, je vais revenir juste sur 2 petites notions qui sont notamment dans un premier temps la variabilité biologique. Alors la variabilité biologique, pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'on a l'habitude d'interpréter des résultats en biologie médicale. Ce dont je vais vous parler là, on peut l'appliquer aux activités enzymatiques, mais on peut l'appliquer à tous les autres marqueurs biologiques dont on va parler par la suite, et même pour d'autres affections autres que le foie, hein. Ça, c'est vraiment des notions très générales. Hem On a l'habitude de les interpréter par rapport à des intervalles de référence. Alors déjà, il faut savoir que quand vous allez mesurer une activité enzymatique, c'est vrai pour, ces enzymes de la cytolyse, hein, mais ça va être vrai pour les enzymes de la cholestase, ou autres. Hem, on évite de faire des comparaisons d'activités enzymatiques quand les résultats proviennent de 2 laboratoires différents ou de 2 cliniques différents et cetera. Parce que là, on n'est pas sûr de la méthodologie et même si c'est la même méthodologie, les intervalles de référence ne sont pas forcément les mêmes et pour tout ce qui est mesure d'activité enzymatique, on a des coefficients de variation analytiques qui vont souvent être assez importants. Donc on ne compare pas des résultats, obtenus à un endroit par rapport aux résultats obtenus à un autre endroit, même si on essaye d'avoir une idée de la cinétique parce qu'il y a 15 jours entre les 2 prélèvements et cetera. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va pas comparer en tout cas les nombres absolus, on va comparer éventuellement l'amplitude de l'augmentation de l'activité enzymatique, d'accord? Par rapport à la valeur haute de l'intervalle de référence sur chacun des lieux où a été établie la mesure. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, par rapport à notre animal lui-même, quand on a un résultat, d'activité enzymatique, on a l'habitude de le comparer à l'intervalle de référence. C'est-à-dire, suis-je au-delà de, l'activité enzymatique que l'on peut obtenir chez un animal, «sain» entre guillemets. Alors effectivement, l'intervalle de référence peut être quelque chose de très adapté pour interpréter un résultat en biologie médicale, mais dans certains cas.
Et notamment, quand vous allez là, vous avez par exemple un schéma qui représente une mesure pour un analyte, donc là, on va l'appliquer à l'activité enzymatique des alates, je ne sais pas, par exemple, pour différents animaux. Donc vous avez 5 animaux différents et puis il y a des mesures qui ont été réalisées, sur, plusieurs jours, voilà, mais assez proches, assez rapprochées quand même chez nos animaux, pas qu'il y ait de grosses variations, liées à autre chose, à un biais. Hem, Si, ces mesures-là présentent, assez peu, de différence d'un animal à l'autre. C'est-à-dire interindividuel, il y a une variabilité assez faible, d'accord? Là, vous avez l'intervalle de référence qui est représenté avec les barres horizontales. Et même si, j'ai une variabilité chez mon individu lui-même qui est assez importante, c'est-à-dire, bah, qui peut dépendre peut-être de est-ce qu'il a mangé il y a pas longtemps, est-ce qu'il a pas mangé, est-ce qu'il a fait de l'exercice, j'en sais rien, plein de choses très différentes. Mais, on se met toujours dans le cas d'un animal sain là, d'accord? Pour réfléchir. Bah, l'intervalle de référence va être assez adapté, puisque d'un individu à l'autre, bah, il y a pas de grosse variabilité. Donc effectivement, comparer notre résultat par rapport à l'intervalle de référence, c'est la bonne solution pour savoir si ça sort de la norme ou pas. Alors j'aime pas ce mot norme, hein, mais il est souvent utilisé. Dans un autre cas, on peut imaginer un marqueur biologique qui va varier de façon assez importante entre des individus et pour autant ces individus sont tous, sains, tout va bien, voilà. Et par contre, aura tendance à très peu varier au sein même d'un individu. Donc c'est-à-dire qu'il y a peu de variations, je sais pas, qu'il ait mangé, pas mangé ou, enfin on peut imaginer tout un tas de choses, qu'il ait dormi, pas dormi, enfin voilà. Hem, Dans le premier cas, on va dire qu'il y a une faible individualité de ce marqueur biologique. Dans le deuxième cas, on va dire qu'il y a une forte individualité, parce qu'on a une forte variabilité interindividuelle. Cette fois-ci, l'intervalle de référence ne va pas être la chose très adaptée pour comparer les choses. Tout simplement parce qu'en fait, il faudra mieux considérer l'individu, comme, sa propre référence. D'accord? Puisque d'un animal à l'autre, ça a tendance à changer énormément. Du coup, un intervalle de référence qui est basé sur la mesure d'un grand nombre d'individus, bah, c'est pas forcément la meilleure chose pour savoir si finalement, notre mesure, elle est bonne ou si elle peut être le reflet de quelque chose de pathologique chez notre animal. Donc du coup, ben, on fait rentrer la notion de bilan individuel, d'accord? Et puis aussi de différence critique. Alors pour les, bilans individuels, c'est vrai qu'on est assez intéressé en biologie médicale pour avoir des bilans assez suivis sur des animaux. Ça peut nous donner une idée de quand tout va bien et quand, éventuellement il y a des choses qui vont mal, comment ça évolue. Bah, quelles sont les variables biologiques qui peuvent être, des variables à faible individualité, individualité intermédiaire ou forte individualité? Bah, dans les fortes individualités, hein, je vous rappelle, ce sont celles qui ont tendance à varier énormément d'un individu à l'autre. Eh bien, on y retrouve l'activité enzymatique de nos enzymes de cytolyse, par exemple, la LAT et la ZAT. Par conséquent, c'est intéressant hein, de comparer une mesure d'activité enzymatique par rapport à un intervalle de référence pour savoir s'il y a du lésionnel ou pas. Mais c'est aussi très important de savoir si on peut avoir un suivi des valeurs chez notre animal, d'accord? Un bilan, hem chez notre animal, enfin des valeurs qui auraient été prises précédemment avec le même automate, hein, cette fois-ci, hein, dans la même clinique et cetera, permettrait d'avoir une idée sur véritablement l'évolution de l'activité enzymatique de notre animal. Tout aussi important que de la comparer à intervalle de référence. La différence critique, c'est la plus petite différence entre 2 valeurs consécutives d'un analyte, donc là, par exemple, de notre mesure d'activité enzymatique des alates, non due au hasard. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est pas, lié juste à la variabilité individuelle de chez mon animal, mais vraiment qu'à quelque chose qui se mettrait en place chez mon animal et du coup qui pourrait être interprété médicalement, avec notamment la mise en place d'une cytolyse hépatique, si on s'intéresse à l'activité enzymatique des alates, par exemple. Et alors la plus petite différence, bah, quelle est-elle? Donc en vrai, il y a des, sources très, intéressantes qui se sont intéressées à essayer d'évaluer la différence critique pour n'importe quel marqueur biologique. À partir de quand on peut dire qu'on a véritablement une augmentation de l'activité enzymatique qu'on va pouvoir interpréter?
Il y a des gens qui ont fait ça, donc notamment là, je vous remets, vous avez les coordonnées d'un site internet qui s'est intéressé à ces notions de variabilité biologique et qui, selon les marqueurs, vont vous dire à partir de quand, souvent on va dire que, on dépasse la différence critique et qu'on peut dire que véritablement il y a un changement de valeur de notre analyte et du coup on peut l'interpréter médicalement. Pour les ALAT, par exemple, chez le chien, la différence critique est de 55 à 85. Si votre valeur enzymatique évolue de 55 à 85, par exemple dans un suivi, dans une cinétique d'un suivi lésionnel, vous pouvez vous dire: «OK, c'est pas juste lié à une variabilité individuelle ou à la variabilité analytique», c'est-à-dire à l'automate que j'utilise ou autre, la précision de mon automate. Cette fois-ci, je pense qu'il y a réellement quelque chose au niveau biologique qui se passe chez mon animal et pour ch le chat, c'est entre 24 45. Vous avez la même donnée pour les ASAT, pour les pales et cetera. Vous pourrez le regarder à tête reposée, hein, c'est quelque chose qui peut être assez violent quand on en parle pour la première fois et vous avez ces 2 articles qui ont été, coécrits par, le professeur Trumel sur la variabilité biologique et qui donnent beaucoup de notions sur comment construire un bilan biologique pour faire des valeurs de base chez un animal, notamment avec, les bilans seniors et cetera. Et puis ensuite, comment les interpréter avec cette notion de différence critique. Donc c'est pour vous prouver quand même que quand on veut véritablement interpréter quelque chose au niveau biologique pour les activités enzymatiques, il faut des variations qui soient assez importantes. D'accord? Donc la cytolyse, il y a toutefois un diagnostic différentiel, hein. Certes, on va avoir une augmentation de l'activité enzymatique des ALAT et des ASAT dans le cas d'une cytolyse hépatique avec, des causes très variables. Tout à fait, diverses et variées, encore une fois avec le différentiel vitamine D. Les anémies sévères par hypoxie aussi peuvent induire du lésionnel au niveau des hépatocytes. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez malheureusement aussi d'autres affections, notamment endocriniennes, comme l'hyperthyroïdie chez le chat, le diabète sucré qui va engendrer des surcharges glycogénique, lipédique chez nos animaux, l'hypercorticisme aussi chez le chien, et l'hypothyroïdie qui peuvent induire, une augmentation de l'activité enzymatique des ALAT et des ASAT. Et vous avez aussi inversion, induction, enzymatique et perméabilité. Alors liées notamment à des, médicaments, donc comme les corticoïdes, le phénobarbital qui est connu pour être toxique pour le foie, et d'autres agents. Et encore une fois, pour faire la part belle aux atteintes musculo-squelettiques, on mesure l'activité de la créatine kinase tout simplement pour, savoir si effectivement on est face à une atteinte musculaire ou pas du tout, si on peut l'écarter. Et encore une fois, on évite de travailler sur du plasma hémolysé, parce que, notamment pour, l'activité enzymatique des ASAT, celle-ci peut être un peu augmentée. Tout simplement parce qu'on a des ASAT, dans les hématies de base. Donc à retenir pour les enzymes de la cytolyse, je vous dirais que les marqueurs, comme les ALAT et les ASAT sont des marqueurs assez sensibles, hein. L'ALAT est vraiment un test de choix pour la cytolyse hépatique chez le chien et chez le chat. D'ailleurs, on dit qu'il y a une valeur de vraisemblance négative qui est assez faible. C'est-à-dire que si vous avez une mesure d'activité enzymatique des ALAT dans l'intervalle de référence, heu il y a finalement peu de chances qu'il y ait une véritable atteinte hépatocellulaire. Alors on met des guillemets quand même parce que, par exemple, en cas de cirrhose, quand on arrive à l'extrême de l'insuffisance hépatocellulaire, on peut toutefois avoir des enzymes, une activité des enzymes hépatiques qui soit dans l'intervalle de référence, voire parfois basse. Heu, Ce sont des résultats qu'on va bien sûr, tout à fait interpréter en fonction de la clinique, anamnèse et commémoratif, hein, ça c'est certain. L'augmentation est assez précoce et intense de l'activité enzymatique de ces enzymes en cas de cytolyse hépatique et il faut retenir donc que chez le chat, hein, le temps de demi-vie, de ces enzymes est tellement court que, effectivement, on va avoir parfois des augmentations qui vont être très modérées de l'activité de ces enzymes et pour autant, elles vont être plus faciles à interpréter. On va leur donner plus de poids que chez le chien parce qu'on a des temps de demi-vie qui sont plus longs chez le chien. Ce qui est important surtout, pour, l'activité enzymatique, de la cytolyse, c'est la cinétique. C'est-à-dire si on la mesure à différents timings, on va pouvoir avoir une idée du lésionnel, si ça se passe mieux, si ça s'aggrave ou pas et ça a véritablement un intérêt pronostic et en cas de persistance de l'augmentation de l'activité enzymatique, de la cytolyse, on recherche, systématiquement une hépatite chronique. Il y a forcément quelque chose qui se passe. Par contre, si on a
Une cytolyse hépatique qui est mise en évidence par ces marqueurs biologiques, ça ne nous permet pas d'en connaître la cause. Donc ça, c'est le problème de beaucoup de marqueurs biologiques dont on va parler aujourd'hui. On ne peut pas, savoir véritablement quelle est la cause de cette atteinte hépatique. Alors encore une fois, les CK pourraient écarter une atteinte musculaire et du coup devenir un peu plus spécifique de cette augmentation des enzymes si on en a une. Et enfin retenir bien sûr que pour le chien, on a une induction au niveau, ad corticoïdes, alors que ce soit pour l'hypercorticisme ou pour la prise de corticoïdes et bien sûr le phénobarbital qui peut être toxique, qui peut induire aussi des augmentations de l'activité, de ces enzymes. Donc ça, c'était pour le côté lésionnel, cytolyse hépatocellulaire. Maintenant, on va parler du lésionnel, au niveau, fonction excrétobiliaire. Donc pour la fonction excrétobiliaire, heu, quels marqueurs biologiques vont nous intéresser? Alors, cette fonction excrétobiliaire déjà, eh ben, à quoi elle sert? Elle va permettre de capturer des molécules apolaires, qui après, biotransformation vont nous permettre plus ou moins une hydrosolubilisation et vont être éliminées dans la bile du coup. Donc dans la bile, on va y retrouver tout un tas de choses, hein. La bilirubine principalement, l'acide biliaire et c'est aussi une voie d'élimination du cholestérol. Les acides biliaires étant très importants du coup pour la digestion après des lipides, au niveau digestif. Et cette bile, c'est un peu le début, du cycle entérohépatique, c'est-à-dire beaucoup de choses vont être éliminées, pouf, vers, le tube digestif qui ensuite va revenir, peuvent revenir au niveau du foie et faire un cycle entérohépatique. Le lésionnel que l'on peut avoir au niveau de cette fonction excrétobiliaire, on appelle ça la cholestase, c'est-à-dire que l'élimination du flux biliaire ne se fait plus correctement, il est amoindri, voire stoppé parfois. Donc on va parler de cholestase obstructive quand il va y avoir des obstacles qui vont se mettre en place et limiter ce reflux, cette élimination biliaire, ou alors fonctionnelle. Notamment dans la cholestase fonctionnelle, on y rentre le sepsis, on y verra tout à l'heure pourquoi. Dans la cholestase obstructive, elle peut être primaire ou secondaire, donc on peut imaginer par exemple des calculs, au niveau des voies biliaires qui obstruent directement et cetera. On peut imaginer, un lésionnel au niveau hépatocellulaire qui va engendrer, du coup, de l'inflammation ou autre, enfin en tout cas une désorganisation du parenchyme hépatique et pouvant induire aussi des cholestases, alors du coup subobstructives, mais, voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Alors, quels sont les marqueurs biologiques qui vont nous permettre de mettre en évidence un dysfonctionnement à ce niveau-là? On va commencer à parler dans un premier temps de certaines enzymes que l'on retrouve au pôle, biliaire des hépatocytes, ou au niveau des cellules des canaux biliaires, qui sont notamment, les phosphatases alcalines et la les GGT. Donc ce sont des enzymes que l'on retrouve normalement au niveau notamment biliaire des hépatocytes. En cas de cholestase, il va y avoir une tension de surface au niveau des hépatocellulaires qui va augmenter, et induire une, synthèse plus importante de ces enzymes-là. On dit qu'on a une induction de ces enzymes-là, hem et qui du coup peuvent être le reflet d'une cholestase. C'est ce dont on va parler dans un premier temps. Du coup, secondairement à la mise en place d'une cholestase, on va avoir une augmentation de l'activité de ces enzymes, qui sont les phosphatases alcalines et les GGT. Ensuite, on peut avoir autre chose qui se mette en place, qui soit, dysfonctionnelle quand on a une cholestase, c'est, l'élimination directe de molécules qui sont normalement excrétées dans la bile. Donc là, on va parler bilirubine, acide biliaire, cholestérol. Et ces molécules-là, du coup, en cas de cholestase, vont avoir tendance à faire un reflux au niveau plasmatique. Du coup, elles sont plus très bien éliminées au niveau biliaire, et on va les retrouver en quantité, plus importante au niveau plasmatique, alors que généralement on les retrouve, en faible quantité. Donc une concentration plasmatique qui va être augmentée pour ces molécules-là. Donc on va passer dans un premier temps un peu de temps sur, l'augmentation de l'activité enzymatique, des phosphatases alcalines et des gamma-GT que l'on peut retrouver dans le cas d'une atteinte de la fonction excrétobiliaire, notamment de cholestase. Alors brièvement, pour les phosphatases alcalines et les gamma-GT, hem, l'augmentation de l'activité enzymatique que l'on peut avoir en cas de cholestase, c'est, lié à l'induction de ces 2 enzymes, à un reflux que l'on peut avoir, plus ou moins un décapage des membranes dans lesquelles elles se retrouvent. D'accord? Parce que ce sont des enzymes que l'on retrouve au niveau de la membrane des cellules.
Pour les sources tissulaires, il y a une grande partie que l'on va retrouver au niveau du foie, dans les hépatocytes et dans les cellules des canaux biliaires. Alors c'est un peu différent chez le chien et chez le chat, parce qu'au niveau de ces 2 types cellulaires-là, chez le chat, on n'a qu'un seul type qui provient du foie, c'est la liver, phosphatase alcaline, L-phosphatase alcaline, et chez le chien, on a une autre isoenzyme, qui est spécifique du chien et qui elle, est spécifique d'une induction aux corticoïdes, qu'ils soient exogènes ou endogènes. D'accord? Et ça, c'est une véritable spécificité du chien. Par conséquent, les phosphatases alcalines vont être un peu moins spécifiques chez le chien que chez le chat, de par la présence de cette isoenzyme qui peut être assez souvent impactée, et pouvant, induire une augmentation de l'activité générale, enzymatique des phosphatases alcalines que l'on peut retrouver au niveau plasmatique. Il y a d'autres isoenzymes pour les phosphatases alcalines, une qu'on peut retrouver au niveau des os, qui du coup peut induire une augmentation de l'activité plasmatique des phosphatases alcalines en cas d'affection ostéo-articulaire. Et ensuite, on a une autre isoenzyme dite intestinale que l'on peut retrouver au niveau de cellules intestinales, du rein, aussi du placenta, mais qui elle généralement n'induit pas, d'augmentation de l'activité plasmatique, tout simplement parce qu'elle a un temps de demi-vie très court celle-ci et puis en plus elle est principalement éliminée au niveau digestif ou au niveau rénal dans les urines. Du coup, bon, ben, en cas d'affection hépatique en tout cas, ça ne fait pas augmenter, enfin, ça ne va pas jouer et ça ne fait pas généralement pas augmenter l'activité, plasmatique. Et au niveau mammaire aussi, on peut en avoir en plus petite quantité. Quant à la GGT, on la retrouve principalement dans les hépatocytes et les cellules des canaux biliaires également, mais on peut aussi la retrouver au niveau un peu du pancréas, du rein et au niveau du tissu mammaire. Donc on voit qu'elles ne sont pas ultra spécifiques, c'est un peu comme les alates et les azates. Voire même il y a plus de sources tissulaires possibles pour ces 2 enzymes. Et pour autant, on va voir que ce sont des marqueurs biologiques relativement intéressants pour mettre en évidence, une cholestase, quand on s'intéresse à une infection hépatique. Alors les mécanismes d'augmentation de l'activité enzymatique de ces 2 enzymes, ça peut être la cholestase, une hyperplasie, qu'elle soit hépatique ou, des canaux biliaires et ensuite aussi l'induction. Malheureusement, ces enzymes peuvent être induites notamment par les corticoïdes chez le chien, pour les phosphatases alcalines et par d'autres, molécules, d'autres médicaments parfois pour, les 2 enzymes. Les temps de demi-vie sont encore une fois plus courts chez le chat, notamment pour les phosphatases alcalines. Donc encore une fois, une plus petite augmentation, de l'activité enzymatique des, phosphatases alcalines aura une signification un peu plus importante que par rapport si on était chez un chien, pour un chat. Donc pour le dosage de l'activité enzymatique de ces 2 enzymes, ça peut se faire sur plasma hépariné ou sérum, il n'y a pas de souci particulier au niveau préanalytique. Pour l'activité enzymatique, on peut avoir une induction médicamenteuse chez le chien, vraiment à retenir les corticoïdes, hein, qui soient exogènes, mais aussi endogènes, tout à fait possible. Donc des phosphatases alcalines, mais aussi un petit peu des GGT et le phénobarbital qui peut induire aussi une augmentation, une induction au niveau des phosphatases alcalines. Pour la sensibilité de ces 2 marqueurs enzymatiques, on peut retenir que les phosphatases alcalines, la sensibilité sera meilleure pour le chien que pour le chat. Alors c'est en partie parce que, l'activité enzymatique des phosphatases alcalines est bien moins importante en quantité, chez le chat, dans les hépatocytes que chez le chien. Pour les GGT, la sensibilité est meilleure chez le chat que chez le chien. Et pour le chien, on va retenir que la sensibilité, est meilleure pour les phosphatases alcalines que pour les GGT. Voilà. Pour ce qui est spécificité, bien sûr, les phosphatases alcalines vont avoir une spécificité qui est meilleure chez le chat que chez le chien, à cause notamment de cette, isoenzyme cortico-induite, chez le chien. Et puis, chez le chien et chez le chat, généralement, c'est vrai que la spécificité des GGT est un peu meilleure que celle des phosphatase alcalines. Et il y a un cas particulier à retenir, mais je remettrai un petit point dessus, pendant la conclusion de ce chapitre. Dans le cas de lipidose, chez le chat, l'activité enzymatique des phosphatases alcalines généralement augmente, alors que l'activité enzymatique des GGT reste normale ou évolue très peu. Et ça, c'est un indice quand on suspecte une lipidose chez un animal qui est, ictérique notamment. Pour le différentiel du coup, des phosphatases alcalines et des GGT,
Le différentiel des phosphatases alcalines, il est assez large chez le chien. Alors en partie parce que, on a du coup des isoenzymes qui sont dans d'autres organes et qui peuvent avoir un poids assez important. Donc bien sûr, on a les cholestases, donc que ce soit une cholestase obstructive ou fonctionnelle, comme le sepsis. On va avoir l'induction, donc ça j'en ai déjà parlé avec notamment les corticostéroïdes. L'augmentation de l'activité, ostéoblastique. Je vous ai dit qu'il y en avait dans le tissu osseux, de l'activité enzymatique des phosphatases alcalines et notamment du coup en cas de croissance, ostéosarcome, fracture, on peut avoir une augmentation de cette activité enzymatique. Alors généralement, c'est une augmentation qui va être assez modérée, d'accord? On va pas faire, x10, x100, ça non, mais ça peut impacter quand même l'activité plasmatique de cette enzyme. Les tumeurs mammaires aussi, alors encore une fois de façon modérée. Certaines endocrinopathies comme l'hypothyroïdie, hypercorticisme et diabète sucré. Le stress chronique, alors ça va être via, l'induction cortico-induite, hein, chez le chien. L'hyperplasie nodulaire bénigne, qui peut induire aussi une augmentation modérée ou parfois assez marquée. Et parfois même aussi le Scottish Terrier, qui est une race qui peut être associée assez fréquemment à une augmentation de l'activité enzymatique des pâles. Alors, on il est dit que cette, race est assez prédisposée à certaines hépatopathies vacuolaires notamment. Après, il n'y a pas toujours un lien qui a été établi entre cette augmentation de l'activité des phosphatases alcalines et la présence ou non d'une hépatopathie chez ces chiens. Donc c'est vrai que chez le Scottish Terrier, c'est toujours parfois un peu délicat de savoir s'il y a véritablement une atteinte hépatique sous-jacente derrière cette augmentation des phosphatases alcalines ou pas. Pour le chat, on retiendra cholestase obstructive, lipidose, hyperthyroïdie et certaines races qui ont tendance à avoir une activité enzymatique, un peu plus augmentée. Le temps de demi-vie, encore une fois, chez le chat, hein, est vraiment plus bas, plus faible que celui du chien, d'où une interprétation un peu différente sur l'ampleur de l'intensité d'augmentation. Pour les GGT, on retiendra surtout cholestase et induction aussi liée aux corticoïdes chez le chien. La prise de colostrum dans les 2 espèces qui peut induire des augmentations de l'activité enzymatique des GGT, mais du coup sur un temps très court, enfin chez des animaux qui sont vraiment très de tout petits. C'est vrai que la cholestase, donc les GGT qui ont tendance à être un peu plus spécifiques que les phosphatases alcalines pour la cholestase. À titre d'indication, par exemple, en cas de lésion aiguë associée à une cholestase obstructive chez le chien, heu, l'augmentation, hem de l'activité enzymatique des phosphatases alcalines et l'augmentation suivie de la diminution des phosphatases alcalines, et des alates, puisqu'on a une lésion aiguë aussi associée, va être un peu retardée. Ça, c'est tout simplement parce que l'activité enzymatique des phosphatases alcalines qui augmente, elle est associée à une synthèse de cette phosphatase alcaline. Du coup, ça prend un peu plus de temps à produire cette augmentation d'activité enzymatique, contrairement aux alates, où là, c'est juste des cellules qui éclatent et qui vont déverser l'activité enzymatique dans le courant circulatoire. Donc, généralement, ça augmente à près de 8 heures après une obstruction. Ça peut aller jusqu'à x15 en termes d'amplitude d'augmentation en 2-4 jours, x100 en 1 à 2 semaines. Et généralement, l'augmentation de l'activité des GGT va suivre l'augmentation à peu près de l'activité des phosphatases alcalines. Donc en conclusion, pour les enzymes et la cholestase, on va avoir, chez le chien une sensibilité des phosphatases alcalines augmentée par rapport aux GGT. Des phosphatases alcalines qui sont assez peu spécifiques à cause de cette isoenzyme cortico-induite. Et chez le chat, à retenir que les GGT sont un marqueur un peu plus spécifique et sensible, que les phosphatases alcalines et qu'il y a le cas particulier de la lipidose, où ça va être un animal avec la bilirubinémie augmentée, une activité des phosphatases alcalines augmentée, une activité des GGT à peu près qui ne bouge pas. Maintenant, on va faire un zoom sur les molécules qui sont excrétées pour évaluer la fonction excrétobiliaire, donc tout ce qui va être bilirubine, acide biliaire et cholestérol, dans le cas d'une cholestase. Et là arrive notre premier sondage. Où sont là les principales sources de bilirubine? La dégradation des protéines, la dégradation des lipides, la dégradation de l'hème ou le catabolisme de nombreux toxiques. Alors, est-ce que tu vois les réponses? C'est Oui, bon? je vois. Donc effectivement, j'ai la dégradation de l'hème qui arrive en premier et c'est effectivement hop,
La bonne réponse. Alors, la bilirubine, comment est-elle, produite? Alors, elle vient directement du catabolisme de l'hème. L'hème, c'est l'hémoglobine, en fait, les hématies, quand elles sont détruites au niveau de la rate lors de la naissance, l'hémoglobine va être détruite et va donner de l'hème et ensuite, c'est la catabolisation de l'hème qui va donner la bilirubine. Celle-ci va être associée à l'albumine dans le courant circulatoire pour arriver au niveau du foie. Au niveau du foie, elle va être transformée en bilirubine conjuguée pour ensuite être excrétée au niveau de la bile. À partir de là, heu, au niveau du tube digestif, cela va donner de l'urobilinogène qui va être soit repris dans le circulation entéropathique, soit être éliminé dans les fésès. À savoir que, pour le chien, il y a une partie qui peut être physiologiquement excrétée au niveau du rein et donc il est pas peu courant de rencontrer de la bilirubine dans les urines de chiens. Souvent, si vous avez des urines qui sont fortement concentrées, 2 croix de Billy, ça peut être considéré comme, physiologique, pourquoi pas. Si les urines ne sont pas, hémoconcentrées et aussi enfin, si elles ne sont pas concentrées et si elles sont diluées, 2 croix de Billy, c'est pas normal, d'accord? Alors que chez le chat, elle est très peu excrétée au niveau rénal et normalement, quand on a une bilirubinurie, elle est pathologique. Un animal hyperbilirubinémique présente-t-il toujours des muqueuses et un plasma ectérique? Donc je vous laisse voter. Donc je vois que nous avons une grande majorité des gens qui votent pour du faux et c'est la bonne réponse. Alors, quand on mesure, la bilirubine, on peut la mesurer sur plasma hépariné ou sur sérum. Il faut avoir en tête, au niveau préanalytique, que c'est une variable qui va être potentiellement détruite par la lumière. Donc on laisse pas un tube végéter à la lumière avant de le doser. Soit on le dose, assez rapidement, soit, le plasma dans le plasma assez rapidement, sérum. Mais en tout cas, on le laisse pas, à la lumière, comme ça, sinon ça va avoir tendance à fausser la mesure. Effectivement, l'intervalle de référence de la bile est en moyenne inférieur à 10 milligrammes par litre. Au-delà de 10 milligrammes par litre, le plasma est déjà ictérique. Souvent, on le voit déjà un petit peu jaune et au-delà de 20-30 milligrammes par litre, les muqueuses peuvent être ictériques. Donc en fait, c'est souvent le plasma qui va être ictérique avant les muqueuses forcément, et du coup, ben, avoir des muqueuses ictériques, ça va pas forcément être la chose la plus sensible pour mettre en évidence un ictère. Il faut réellement mesurer la bilirubinémie pour savoir si on est véritablement face à un ictère biologique ou pas. En revanche, c'est un test qui n'est pas très spécifique de la cholestase, puisqu'en fait, dans le différentiel, on le verra, on va avoir des atteintes aussi potentiellement des ictères qui sont d'origine préhépatique, donc rien à voir avec une affection hépatique. Et le dosage de la bilirubine, il faut surtout retenir que ça peut être, d'intérêt pronostic pour le suivi de la lipidose. Alors pour le différentiel de l'hyperbilirubinémie, encore une fois, il est assez simple. Ictère préhépatique, hépatique ou post-hépatique. Dans le préhépatique, on a une hyperhémolyse, une surdestruction des hématies, du coup trop de M à éliminer et du coup trop de bilirubine formée. Pour l'ictère hépatique, cette fois-ci, ça va être les maladies hépatocellulaires primitives qui vont induire une mauvaise prise en charge de la bilirubine non conjuguée par le foie pour la rendre conjuguée et pouvoir l'excréter après au niveau de la bile. Et pour le sepsis, on va voir le mécanisme juste après. Je vous en parlerai tout à l'heure, pardon. Hop, je vais y arriver. Et pour l'ictère post-hépatique, cette fois-ci, c'est une obstruction qui induit une rétention biliaire et du coup la bilirubine conjuguée qui n'est pas bien, éliminée par le foie. Donc pour l'ictère préhépatique, on en a déjà parlé, vous aurez le schéma pour vous en faire une idée à tête reposée. Pour l'ictère hépatique, cette fois-ci, c'est le foie qui n'arrive pas à prendre en charge la bilirubine non conjuguée pour la conjuguer et ensuite l'éliminer. Pour le sepsis, c'est un petit peu différent en fait. En cas de sepsis, on a notamment le facteur TNF-alpha, lié à l'inflammation, qui diminue le transport des acides biliaires non conjugués, vers les hépatocytes. Et alors on ne sait pas si, l'augmentation souvent en parallèle, il va y avoir une augmentation de la bilirubine qui peut être soit directement liée à ce défaut de transport des acides biliaires, mais, ça n'a pas encore été bien établi, ou alors au dommage que ça va induire sur les hépatocytes parce que la rétention d'acides biliaires va être, elle, toxique pour les hépatocytes et du coup, des hépatocytes lésionnels qui ne pourront pas prendre en charge correctement la bilirubine et du coup, une excrétion qui va être éliminée, réduite, pardon.
Donc pour l'ictère post-hépatique, on l'a dit, on va avoir une obstruction et une vidange de la vésicule biliaire qui va être diminuée et du coup une rétention de la bilirubine et ça fait un petit peu un reflux et du coup une augmentation au niveau, plasmatique. Pour ce qui est acide biliaire et cholestérol qui sont aussi éliminés, par le foie au niveau, excrétobiliaire, cette fois-ci, pardon, en cas de cholestase, on va avoir le cholestérol qui ne sera pas potentiellement éliminé par les hépatocytes et des acides biliaires qui, ne pourront pas être correctement, repris en charge par le foie, et éliminés et du coup, ben, ça a tendance à faire augmenter, les concentrations de ces 2 molécules dans le courant, plasmatique. Courant circulatoire. Donc pour les acides biliaires, toutefois, pour la cholestase, certes, ils vont avoir tendance à être augmentés, mais ce n'est pas un test, forcément très sensible ni spécifique. Parce que bien sûr, les acides biliaires, on va le voir tout de suite après, vont aussi potentiellement être augmentés, dans le cas d'une atteinte de type insuffisance hépatocellulaire. Soit liée à un shunt, soit directement à autre chose avec une véritable insuffisance hépatocellulaire. On peut avoir aussi des augmentations liées à une prise de corticoïdes ou un hypercorticisme, du phénobarbital. Sepsis, c'est la cholestase fonctionnelle. Pour le préanalytique sur la mesure des acides biliaires au niveau, du courant circulatoire, c'est sur le sérum que ça va se faire. C'est des animaux qui doivent être à jeun depuis, 12 heures si possible. On fait une mesure à T0 avant repas et c'est une mesure qu'on va faire au niveau cinétique, c'est-à-dire on fait une mesure à T0 sur animal à jeun, on fait manger l'animal et on refait une mesure 2 heures après. Et si on a des, niveaux anormalement élevés, de ces acides biliaires au niveau du sérum, que ce soit à T0 et ou à T2 heures, ceci signifie que l'on a potentiellement soit une cholestase, soit une autre affection pouvant induire une augmentation, des acides biliaires tels que notamment un shunt ou une insuffisance hépatocellulaire. À savoir qu'il faut faire attention à T0, parfois on a des contractions erratiques de la vésicule biliaire. Comme les acides biliaires sont éliminés au niveau biliaire, bah, si on a une contraction erratique de la vésicule biliaire, on peut avoir une augmentation «erratique» entre guillemets, des acides biliaires juste liés à ça. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on fait après repas, puisqu'après repas, du coup, on a tendance à avoir une augmentation des acides biliaires et qui va être encore plus augmentée si on a une atteinte, si on s'attend à avoir une mauvaise élimination des acides biliaires. Pour le cholestérol, au niveau préanalytique, il peut se mesurer sur plasma ou sérum, il n'y a pas de souci. Et en cas de cholestase, il peut effectivement être augmenté. Cette concentration du cholestérol peut être augmentée, mais si la cholestase est vraiment sévère. Et enfin, c'est un marqueur qui n'est pas très spécifique parce qu'il y a un véritable diagnostic différentiel pour l'augmentation du cholestérol plasmatique, tel qu'un régime gras, certaines races qui peuvent être, sujettes à des augmentations comme le Schnauzer ou le Briard. Au niveau pathologique, l'obésité, diabète sucré, Cushing, hypothyroïdie, une pancréatite aussi, un syndrome néphrotique, bref, il y a tout un tas de choses diverses et variées qui peuvent induire une augmentation de type hypercholestérolémie. Donc voilà, il faut voir en fonction du tableau biologique général si véritablement une cholestase est suspectée. Donc pour les molécules excrétées et la fonction excrétobiliaire à retenir, c'est que ce sont des marqueurs qui finalement, on en a 3 différents: bilirubine, acide biliaire, cholestérol, mais ils ne sont pas très spécifiques. Les acides biliaires sont peut-être plus sensibles, notamment je vais préciser une chose. Pour les acides biliaires, c'est quelque chose que l'on va mesurer en seconde intention, souvent quand on a une suspicion d'atteinte hépatique, que ce soit du type cholestase ou insuffisance hépatocellulaire ou shunt. Par contre, il faut savoir que si votre animal est ictérique, si c'est pas un ictère préhépatique, j'entends, si on sait du coup qu'il y a une atteinte, qu'elle soit hépatique ou post-hépatique, heu, on sait qu'il y a une atteinte hépatique. Donc du coup, ça sert pas forcément à quelque chose de mesurer les acides biliaires. D'accord? Sauf dans les cas où, bah, vous avez par exemple une anémie hémolytique et vous avez une bilirubinémie très élevée. Cette bilirubinémie peut tout à fait être liée du coup à votre anémie hémolytique. D'accord. Après, comment être sûr qu'il n'y ait pas quand même une atteinte hépatique derrière, sous-jacente? On peut avoir les 2 puisque notamment quand on a des anémies sévères, on peut avoir une hypoxie au niveau du foie et du coup du lésionnel qui se met en place au niveau du foie. Bah, là, la mesure des acides biliaires peut vous dire: «OK, bah, en plus de votre ictère préhépatique, vous avez une part, qui est hépatique ou post-hépatique». Mais en général, quand on a un ictère chez un animal, et qu'on sait qu'il n'est pas préhépatique, du coup qu'on sait qu'il y a une atteinte hépatique, les acides biliaires ne sont pas pertinents à mesurer.
Et donc du coup, ces marqueurs qui ne sont pas forcément très spécifiques de la cholestase vont être très importants à interpréter en regard d'autres variables comme l'activité enzymatique des phosphatases alcalines et des GGT chez le chien et chez le chat. Autre petite question pour rester dans la cholestase, mais qui aborde un autre thème, qui est le thème de l'hémostase. Quelles anomalies peuvent donner un bilan d'hémostase similaire à celui retrouvé lors de la cholestase sévère? Une CIVD décompensée, une intoxication aux antivitamines K, une insuffisance hépatique, un déficit congénital en facteur 7. Alors, certains d'entre vous se sont lancés dans la réponse. Il n'y en a pas tant qui répondent. Alors, est-ce que c'est flou pour vous? Alors, je vois que tout le monde est assez partagé. Donc du coup, on va passer, 2 petites minutes à parler de ce sujet. Heu, Effectivement, la réponse est une intoxication aux antivitamines K. Alors comme ça, c'est pas forcément, très, intuitif. Je suis d'accord avec vous. Donc on va partir de la base. Pourquoi ça pourrait ressembler à une entox aux antivitamines K? Donc quelle est l'importance de la vitamine K ou le lien avec une cholestase? Alors la vitamine K, c'est une vitamine qui est liposoluble, qui nous provient principalement de l'alimentation et qui du coup est dont l'absorption nécessite les acides biliaires à cause de cette liposolubilité. Quand on reprend nos schémas un peu barbares de l'hémostase, avec nos différents facteurs de coagulation qui nous amènent à la production de fibrine, et notre mesure de TCA, de TQ par exemple, pour la voie intrinsèque et extrinsèque. Il faut savoir que certains facteurs de coagulation dépendent sont vitamine K dépendants, en ont besoin pour être fonctionnels, d'accord? C'est ceux qui sont surlignés. Par conséquent, si on a une cholestase, on va avoir une diminution, des acides biliaires au niveau biliaire, d'accord? Au niveau de l'excrétion biliaire, ça va être plus délicat, il y aura moins d'acide biliaire. Du coup, bah, il y aura une absorption de la vitamine K qui sera limitée, d'accord? Donc une espèce de déficit en vitamine K qui va se mettre en place et du coup des facteurs de coagulation qui ne vont pas être fonctionnels et qui du coup vont induire, potentiellement des saignements possibles en cas de cholestase importante, avec un TQ qui va augmenter dans un premier temps, puis un TCA, alors que le fibrinogène, lui, ne sera pas impacté. Il n'est pas vitamine K dépendant, donc la mesure du fibrinogène sera normale. Du coup, au niveau, hémostase, on va avoir un bilan de type TQ-TCA allongé, d'accord? Tout simplement parce que la vitamine K ne pourra pas être suffisamment bien pris en charge et assimilée, et du coup produire des facteurs de coagulation, heu, j'allais dire, fonctionnels pour, l'hémostase. D'accord? Maintenant, on va parler insuffisance hépatocellulaire pour terminer. Donc, on a dit, hein, le foie est un organe qui a 2 fonctions, enfin plusieurs fonctions très importantes. Il y en a 2 qui sont vraiment primordiales. La première, c'est la synthèse d'un grand nombre de molécules. Et s'il devient dysfonctionnel et insuffisant, bah, ces molécules ne vont pas être produites en quantité satisfaisante. Et ça va notamment être le glucose, l'albumine, les facteurs d'hémostase et le fibrinogène, qui sont des protéines, l'urée, le cholestérol, qui vont avoir des concentrations plasmatiques qui vont diminuer en conséquence. Une autre atteinte fonctionnelle que l'on peut avoir au niveau du foie, c'est une diminution de l'élimination de certaines molécules et de leur catabolisation. Et là, cette fois-ci, ben, si l'organe devient dysfonctionnel à ce niveau-là, on va avoir tendance à avoir une augmentation de leur concentration en plasmatique et ça va notamment concerner les acides biliaires qui vont être mal éliminés. Le NH4+ qui va être mal, incorporé, pour produire l'urée normalement. Donc, voilà les modifications biologiques, que l'on peut avoir notamment en cas d'insuffisance hépatocellulaire et maintenant on va aller regarder chacun de ces marqueurs pour voir les avantages, inconvénients et le différentiel. Donc quand on parle, hypoalbuminémie en cas d'insuffisance hépatocellulaire, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fréquemment rencontré en cas de cirrhose ou d'anomalie vasculaire congénitale, comme le chien de Porto systémique. En revanche, il faut qu'il y ait
malheureusement une forte insuffisance hépatocellulaire. Il faut qu'il y ait au moins 60 de perte des capacités de synthèse hépatique pour avoir une diminution de l'albumine. L'autre problème qui rend ce marqueur modérément sensible, c'est qu'elle a un temps de demi-vie qui est relativement long, 10 jours. Donc ça prend du temps avant d'évoluer, cette concentration en albumine plasmatique, en cas d'insuffisance hépatocellulaire. Mais par contre, c'est assez peu coûteux et ça se fait relativement bien dans un bilan de routine, donc c'est facile d'accès. Mais encore une fois, c'est modérément sensible et peu spécifique. Une hypoalbuminémie, ça peut être associé aussi à une inflammation chronique, une néphropathie glomérulaire avec perte rénale, une entéropathie exudative avec perte digestive, des pertes sanguines, cutanées, ou de troisième secteur dans certains épanchements, une hémodilution, un hypocorticisme ou encore une anorexie très prolongée. Donc du coup, bah, c'est un marqueur qui est facile d'accès, mais il est toutefois assez peu sensible et assez peu spécifique. Pour l'ammonium et l'urée, on va en parler ensemble parce qu'ils sont intrinsèquement liés, tout simplement parce qu'ils font partie du cycle de l'urée. Il y en a un que l'on va rajouter, au niveau mitochondrial à certains acides aminés et du coup, hop, ça va pouvoir nous produire de l'urée. Alors l'hypourémie, la diminution de l'urée, certes, ça peut être associé à une insuffisance hépatique, un SHINT, hein, quand ce cycle de l'urée est dysfonctionnel, mais ça peut être aussi rencontré dans le cas de régime pauvre en protéines, d'une di bah, les apports sont diminués en protéines, diurèse augmentée, c'est-à-dire l'urée qui va être, trop éliminée au niveau rénal ou des anomalies directement au niveau du cycle de l'urée, qu'elles soient acquises ou congénitales. Dans le cas d'une insuffisance hépatique ou d'un SHINT, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, bah, la production de l'urée va être, réduite et du coup, on va avoir, une urée, plasmatique, une urémie qui va avoir tendance à diminuer. Toutefois, c'est quelque chose qui va être assez peu sensible et assez peu spécifique, mais on vient de voir le différentiel ensemble, hein. Certes, on a l'insuffisance hépatocellulaire et le SHINT portosystémique, mais on a d'autres causes possibles. Donc c'est pas le marqueur idéal non plus. L'hyperammoniémie que l'on peut rencontrer, donc le NH4+ qui est normalement incorporé, dans le cycle de l'urée pour, produire notamment l'urée, bah, là, en cas de dysfonction du foie, ou alors de SHINT, bah, ça va pas être possible et du coup, ben, on va avoir une, augmentation au niveau plasmatique, de l'ammonium. Alors certes, on a l'insuffisance hépatique, donc là, c'est à cause du cycle de l'urée qui est dysfonctionnel. On peut avoir le SHINT, où là, c'est le retour de l'ammonium vers le foie pour réaliser l'urée qui va être bah, shunté par le shunt portosystémique qui s'est mis en place et qui shunt le foie. Mais il y a d'autres causes, notamment comme un catabolisme protéique augmenté après un effort physique, des anomalies au niveau du cycle de l'urée, par exemple, congénitale, et l'insuffisance rénale, c'est-à-dire une élimination rénale du NH4+ qui est limitée, qui peut bah, du coup induire une hyperammoniémie, pourquoi pas. En revanche, il faut savoir que l'hyperammoniémie est quelque chose d'assez sensible pour tout ce qui va être anomalie vasculaire, comme par, excusez-moi, comme par exemple pour le shunt portosystémique. Il faut savoir que on va avoir une sensibilité de 80 à 100 chez le chien et 83 chez le chat dans ce cas-là. Donc pour l'ammonium, le petit hic, c'est que, bah, il est assez peu sensible pour l'insuffisance hépatique, mais par contre très sensible pour les anomalies vasculaires. Donc il faut savoir généralement un peu ce qu'on cherche. Donc des fois, on a déjà été aidé par soit la clinique, soit par, l'imagerie médicale et cetera et c'est quelque chose qui est assez peu spécifique. On vient de voir le différentiel. Le petit couac, c'est surtout au niveau préanalytique. C'est-à-dire qu'au niveau préanalytique, c'est quelque chose qui doit être dosé assez rapidement, parce que tout simplement, l'ammonium va s'éliminer et du coup, on va avoir, une baisse artefactuelle qui peut se mettre en place. Il faut éviter l'hémolyse aussi pour pas avoir de NH4+ qui provient des hématies. Et dans la mesure du possible, ça se fait sur plasma et mariné et si possible pré-réfrigéré. Alors ça, c'est pas toujours possible dans la vraie vie, mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un dosage qui doit être rapide et donc ça doit être mesuré dans les, au moins 30 minutes, si on veut pas avoir un impact préanalytique sur la mesure de notre, ammoniémie. Pour l'insuffisance hépatocellulaire et le champ de portosystémique, on va s'intéresser maintenant aux acides biliaires et au cholestérol. On les a vus dans la version cholestase, comment ils allaient évoluer. Maintenant, on va voir comment ils vont évoluer dans la version insuffisance hépatocellulaire et SHINT. Alors, insuffisance hépatocellulaire, ben, en fait, on va avoir une prise en charge des acides biliaires qui va être
Alors pour le shunt, qui va pas être, faite, correctement par les hépatocytes, tout simplement parce qu'il va y avoir un shunt. Donc la concentration en acide biliaire va rester élevée au niveau, vasculaire, puisqu'ils pourront pas être pris en charge correctement tout court par, les hépatocytes et pour l'insuffisance, pardon, hépatocellulaire, bah, c'est un petit peu la même chose. Les acides biliaires pourront pas être, relativement bien pris en charge et du coup la concentration au niveau, plasmatique va augmenter. Par contre, le cholestérol qui lui est une molécule qui est produite, qui est synthétisée par les hépatocytes, elle ne va pas évoluer dans ce sens-là et va plutôt avoir tendance à évoluer en diminuant. Donc pour les acides biliaires, encore une fois, c'est une cinétique que l'on fait quand on mesure les acides biliaires sur le sérum à T0 et T plus 2 heures après un repas. Il est assez sensible et voire c'est le marqueur biologique le plus sensible pour évaluer la fonction hépatique. Par contre, il ne permet pas, encore une fois, d'établir la cause de l'atteinte hépatique, que ce soit une atteinte parenchymateuse, une cholestase ou une anomalie vasculaire. Et enfin, la spécificité est à pondérer parce que, certes, on a l'insuffisance fonctionnelle hépatique dans le différentiel, mais on peut aussi avoir une cholestase fonctionnelle liée à un sepsis, des corticoïdes qui peuvent induire une augmentation des acides biliaires, certains médicaments, avec le phénobarbital notamment, et l'acide ursodésoxycholique de par sa fonction et la contraction, erratique, pourquoi pas, alors soit liée à un repas, précédemment, mais c'est ce qu'on utilise notamment pour faire la cinétique, qui généralement va quand même induire des augmentations qui restent assez modérées, quand tout va bien, quand il n'y a pas d'atteinte, au niveau, hépatocellulaire. Pour le cholestérol, donc le cholestérol est synthétisé au niveau du foie. On fait un dosage à jeun, hein, quand on mesure le cholestérol, au moins 12 heures. C'est quelque chose qui est toutefois assez peu sensible de l'insuffisance hépatocellulaire et qui n'est pas forcément très spécifique, puisqu'une hypocholestérolémie, on peut aussi en avoir dans le cas d'entéropathie exudative ou d'hypocorticisme, entre autres. Autre molécule qui peut être produite au niveau du foie, le glucose. Alors, on peut avoir une hypoglycémie en cas d'insuffisance hépatocellulaire. Toutefois, c'est assez peu sensible et très peu spécifique, puisqu'une hypoglycémie, le différentiel est assez long comme le bras. On peut avoir des baisses de production, donc effectivement avec insuffisance hépatique ou shunt, mais ça peut être aussi lié à l'animal. Les jeunes animaux peuvent avoir du mal à produire du glucose au niveau du foie. Il y a une immaturité, l'hypocorticisme, l'excès d'utilisation, un sepsis, une tumeur, un exercice physique intense, l'excès d'insuline avec un insulinome par exemple, l'absorption de xylitol dans certaines friandises, pouvant en contenir, une diminution de la glycogénolyse avec certaines maladies de stockage et la liste est bien plus longue que ça. J'ai mis que les causes qu'on peut rencontrer assez fréquemment. Donc au final, on ne va pas, retenir que le marqueur, comme marqueur biologique le glucose pour mettre en évidence une insuffisance hépatocellulaire. Toutefois, ça peut être un signe d'appel, surtout pour les anomalies hépatiques congénitales, d'une insuffisance hépatocellulaire. Autre petit quiz, toujours associé, à l'hémostase, parce que c'est vrai que le foie, du coup, a toute sa place au niveau de l'hémostase. Donc, quelles anomalies peuvent donner un bilan d'hémostase similaire à celui retrouvé lors d'insuffisance hépatocellulaire? Une CIVD décompensée, une intoxication aux antivitamines K, une cholestase ou une hémophilie? Alors, je regarde les réponses. Et je vois que finalement les gens ne se jettent pas sur la réponse. Donc je ne sais pas si c'est l'hémostase qui vous fait peur ou le lien hémostase, fonction hépatique. Mais c'est vrai que c'est assez partagé. Il y a pas de réponse qui ressort, précisément. Je dis pas que c'est facile, hein, c'est pas facile, hein. Mais du coup ça remet en évidence, l'importance à retenir que l'hémostase peut être modifiée en cas d'atteinte, hépatique. Donc la réponse est la suivante. Il s'agit d'une CIVD décompensée. Alors, pardon, il y a une erreur sur la question. Je viens de me rendre compte. Quelles anomalies peuvent donner un bilan d'hémostase similaire à celui retrouvé lors d'insuffisance hépatocellulaire? Pardon. C'était pour voir si tout le monde suivait, mais on va dire que c'est pour ça que vous n'avez pas réussi à répondre. Je suis désolée.
On corrigera cette erreur-là, c'est un copier-coller qui a été raté. Hem, En cas d'insuffisance hépatocellulaire, le profil, le pattern, d'anomalie, au niveau de l'hémostase que l'on va avoir, c'est une CIVD décompensée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les protéines ou la plus grande partie des protéines sont produites au niveau du foie, notamment les facteurs de coagulation et le fibrinogène. En cas d'insuffisance hépatocellulaire, cette production peut être diminuée. Par conséquent, on va avoir une tendance à avoir, notamment, au niveau du pattern de l'hémostase modifié, un TQ et un TCA qui va augmenter de par la diminution de tous ces facteurs de coagulation, un fibrinogène qui va être diminué de par le manque de production par le foie. On va avoir une fibrinolyse qui peut être augmentée aussi, avec des PDF qui peuvent être augmentés et l'antithrombine qui est, produite notamment au niveau du foie peut elle aussi être, diminuée en production, au niveau en cas d'insuffisance hépatocellulaire et ce profil-là ressemble à un profil de CIVD. Alors par contre, il faut une grande masse fonctionnelle du foie qui soit plus disponible, d'accord? Au moins 80. Mais c'est le profil que l'on peut avoir. Vous allez me dire pour une CIVD, normalement, on potentiellement une thrombopénie. Effectivement, on peut aussi avoir une thrombopénie. Alors pour le foie, le lien avec la thrombopénie n'est pas forcément évident, mais on peut imaginer, je ne sais pas moi, heu, certaines affections comme ça, j'en ai pas une qui me vient directement à l'esprit, mais effectivement, on ne s'attend pas à ce que la numération plaquettaire en cas de d'insuffisance hépatocellulaire soit diminuée ou alors pour une autre cause sous-jacente, pas justement liée à une insuffisance hépatocellulaire. Alors même si la numération plaquettaire, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit diminuée, en revanche, il a été montré, maintenant que pour les insuffisances hépatiques, on peut avoir des, dysfonctionnements plaquettaires. Donc des thrombopathies, non pas en quantité de plaquettes, mais en fonction des plaquettes et du coup des saignements qui peuvent être encore une fois encore plus exacerbés. C'est pour ça que quand on va faire, des biopsies de foie ou alors des cytoponctions de foie, quand on sait qu'on a du lésionnel et potentiellement un foie qui ne va pas être fonctionnel, on fait un bilan d'hémostase. Alors qui peut comprendre de l'hémostase secondaire, mais qui peut comprendre aussi tout à fait de l'hémostase primaire. Un temps de saignement chez un animal sur lequel on suspecte pourquoi pas une atteinte hépatique, c'est une bonne idée. D'accord? Autre petit quiz, quelle variable peut permettre de différencier un ictère préhépatique, hépatique ou post-hépatique? Alors, je regarde les réponses pour l'instant. Il y a surtout 2 réponses qui ressortent. Parmi les 2, il y en a une de bonne. Je vous laisse encore un petit peu voter. Donc effectivement, pour la majorité des personnes, c'est l'hémoglobine que vous m'avez donnée pour différencier un ictère préhépatique, hépatique ou post-hépatique. Alors l'hémoglobine, j'ai envie de dire, va nous permettre de différencier un ictère préhépatique d'un ictère hépatique ou post-hépatique, mais par contre, ne nous permettra pas de différencier les 3. D'accord? En revanche, le hop, le cholestérol, lui, peut nous permettre éventuellement de différencier les 3. Dans le cas d'un ictère préhépatique, le cholestérol n'a aucun rôle là-dedans. On ne s'attend pas à ce qu'il évolue. D'accord? Ou alors s'il évolue, c'est pour une autre cause sous-jacente. D'accord? Mais pas une affection hépatique ou préhépatique. Dans le cas d'un ictère hépatique, on s'attend à ce que le cholestérol plasmatique diminue du fait de la baisse de la production du cholestérol. D'accord? Et dans le cas d'une cause post-hépatique, on s'attend à ce que la concentration du cholestérol plasmatique, au contraire, elle, ait tendance à augmenter. Alors, petit bémol, je vous ai dit, dans les cas de cholestase, la concentration en cholestérol peut être augmentée, mais il faut que la cholestase soit toutefois sévère. D'accord? Mais parmi les 4 variables que je vous ai données, celle qui permettrait éventuellement de différencier les 3 types d'ictères, c'est le cholestérol. D'accord? Donc à retenir pour l'insuffisance hépatocellulaire, c'est qu'il y a des marqueurs assez peu sensibles. La masse fonctionnelle, quand il varie, est souvent très faible. On a perdu près de 70 à 80 de la masse fonctionnelle, qui sont plus ou moins spécifiques. Ils ont tous des DDX.
un différentiel, que les acides biliaires sont le plus sensibles pour, mettre en évidence une insuffisance hépatocellulaire, mais que c'est un diagnostic de seconde intention. Si on le fait en première intention, si on part à la pêche en faisant des acides biliaires, on a des risques de mauvaise interprétation, d'accord? Alors que si on a fait la première étape de: «Ah, je suspecte, pourquoi pas une atteinte hépatique». Deuxième étape, je veux la confirmer, je fais mon dosage des acides biliaires et là, on améliore sa sensibilité et sa spécificité. Enfin, en tout cas, sa performance diagnostique. Pour le SHINT, on retiendra surtout l'ammoniémie qui est, elle, très, très sensible. Pour les autres tests biologiques, maintenant, on va passer assez rapidement. On va parler analyse d'urine, hémogramme, cytologie et autres. Alors pour l'analyse d'urine, en cas d'atteinte hépatique, au niveau de la densité, on peut avoir une diminution de la densité, notamment quand l'urémie est basse, d'accord? Tout simplement, une diurése liée à l'hyposmolarité, des urines. Ensuite, la bilirubinurie, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est systématiquement pathologique chez le chat, puisqu'on a un seuil d'excrétion de la bilirubine qui est très, très bas. Alors que chez le chien, il est un peu plus haut. Donc physiologiquement, on peut avoir 1 à 2 croix quand les urines sont fortement concentrées chez le chien de bilirubinurie. OK? Au niveau du culot, ce qu'on peut avoir en cas d'atteinte hépatique, c'est de la bilirubine bien visible, donc des choses jaunes, jaune fluo, quand on a une bilirubinurie assez importante. On peut avoir aussi des cristaux biurate d'ammonium qui ressemblent un petit peu à des acariens, on va y regarder d'un peu plus près. Alors les cylindres, je vous les ai mis, mais les cylindres, en réalité, ça montre une souffrance rénale. Mais dans certaines, atteintes hépatiques, on a par exemple, je pense, je sais pas, à la leptospirose, on peut imaginer une atteinte hépatique et une atteinte rénale en même temps, et du coup, on peut avoir une protéinurie qui se met en place, une vraie souffrance rénale et une cylindrerie qui est visible dans le culot urinaire. Mais les cylindres dans un culot urinaire ne veulent pas dire atteinte hépatique, loin de là. C'est quelque chose qu'on peut avoir en concomitance quand on a à la fois une atteinte hépatique et une atteinte rénale chez un animal. Donc pour les lithiases, à biurate d'ammonium, donc ça fait des choses un petit peu brunes, marron clair, très réfringentes, très spiculées. On peut les avoir bien sûr en cas d'insuffisance, hépatocellulaire et de shunt portosystémique. On peut aussi, à savoir que, ces cristaux-là, on les a dans 40 à 70 des shunts chez le chien et seulement 15 chez le chat. Donc c'est loin d'être systématique, hein, quand même, hein, et on a des races qui, sont vouées à physiologiquement, excréter, ce genre de possiblement de cristaux. Et aussi certaines infections urinaires associées à des bactéries uréase positives qui peuvent induire ce genre de cristaux. Donc il y a un différentiel, c'est pas très spécifique ni très sensible. Au niveau de l'hémogramme et des frottis sanguins que l'on peut avoir comme modification en cas d'atteinte hépatique, on peut avoir une anémie non régénérative en cas d'hépatopathie chronique. Alors soit parce que ça peut faire un déficit en fer fonctionnel ou un état inflammatoire aussi quand c'est associé à un état inflammatoire chronique. Le VGM, donc la taille des hématies peut être parfois plus basse, donc on dit qu'on a une microcytose. Alors quand on a une microcytose isolée sans anémie, c'est vrai qu'il faut souvent penser shunt. Quand l'anamnèse commémorative, signes cliniques vont bien avec, c'est vrai que tout de suite ça doit y faire penser. Après, c'est pas la seule cause de microcytose isolée. Un état hyposmolaire, par exemple, une hyponatrémie sévère, à titre d'exemple, ça peut aussi induire une microcytose isolée, mais c'est beaucoup moins fréquent. On peut aussi avoir une, anémie microcytaire, donc cette fois-ci les 2 en même temps, plus ou moins hypochrome, mais il y a un différentiel. Ça peut être certes une insuffisance hépatocellulaire, un shunt, mais le shunt est plus souvent associé à une microcytose seule, sans anémie, mais aussi une inflammation chronique, une perte sanguine chronique. Alors toute ça, inflammation chronique, perte sanguine chronique, ça peut être associé à une affection hépatique, mais ça peut être associé à autre chose aussi, d'accord? Donc et au niveau des globules rouges, une des choses que l'on peut rencontrer, c'est une modification de la forme des hématies, avec des hématies qui vont être de type acanthocyte, ovalocyte ou d'autres plus de façon plus erratique, échinocyte, codocyte, schizocyte. Alors c'est des noms un peu barbares. Schizocyte, c'est des fragments d'hématies. Acanthocytes, ce sont des hématies déformées en doigts de gants, comme ici vous pouvez le voir, de façon irrégulière. Et c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans les affections hépatiques. Par contre, je ne veux pas que vous reteniez ça comme un marqueur spécifique, loin de là. Une acanthocytose chez un chat, ça veut dire chat malade.
d'accord? Donc c'est pas du tout spécifique. La liste, le différentiel de l'acanthocytose est très long, que ce soit chez le chien ou chez le chat. Donc mais c'est quelque chose qu'on peut rencontrer. Et quand c'est hypochrome et microcytaire, ben, on a des cellules plus petites et plus claires, des annulocytes, qui peuvent se voir, mais encore une fois, il y a un différentiel. C'est pas uniquement atteinte hépatique, qu'elle soit chronique ou pas. En ce qui concerne les globules blancs et les plaquettes, bah, il y a pas d'anomalie spécifique d'une atteinte hépatique. Après, ça peut être des anomalies, bah, liées à une inflammation, à une hémopathie maligne, par exemple, si on a des cellules tumorales circulantes ou autres. Mais ça ne va pas être directement lié à du lésionnel ou du dysfonctionnel au niveau du foie. On peut avoir des épanchements, donc de 3 types, hein, bien sûr. On peut avoir des transudats pauvres en protéines pures quand on a notamment une hypoalbuminémie importante qui induit une diminution de la pression oncotique. Donc ça va être notamment dans les cas d'hépatopathie chronique, de cirrhose associée à des insuffisances hépatocellulaires. On peut aussi avoir une pression du coup hydrostatique augmentée à cause de ce contexte cirrhotique et une fuite de liquide sans passage de protéines, dans ce troisième secteur. Donc on peut avoir un transudat pur qui peut se mettre en place. Alors maintenant, on ne parle plus de transudat pur, on parle de transudat pauvre en protéines, principalement, et on a les transudats riches en protéines qui sont des, liquides du coup, bah, le premier est un liquide peu cellulaire et peu riche en protéines. Le deuxième est un liquide plus riche en protéines, modérément assez plus riche en cellules. Là, ça va par exemple être associé à des obstructions post-hépatiques où on va avoir une perte de liquide et de protéines en même temps du coup. Et après, on peut avoir tout un tas d'autres épanchements possibles, que ce soit des hémoabdomènes si on a des troubles de l'hémostase associés ou une tumeur qui a éclaté au niveau du foie, un hémangiosarcome, je ne sais pas, qui se met à saigner dans l'abdomen. On peut avoir des exudats en cas d'inflammation directement liée à une inflammation au niveau du tractus biliaire ou du foie, notamment avec tout ce qui va être péritonite biliaire. C'est très, très inflammatoire pour la cavité abdominale, donc ça fait des exudats assez importants. Des péritonites septiques si on a une composante septique, des épanchements tumoraux, je sais pas, un lymphome, qui du coup, induit, une fuite des cellules tumorales, dans l'abdomen. Enfin voilà, on a beaucoup de possibilités. Alors, bah, j'ai ce petit chat est resté au milieu, j'ai oublié de l'associer à l'animation, excusez-moi. Autre test, la cytologie du foie, plus ou moins de la bile. Alors c'est toujours associé à l'imagerie, hein. Il faut savoir, ce qu'on va chercher quand on va le chercher en cytologie, pour les organes internes, c'est toujours mieux. Alors la cytologie du foie, c'est intéressant à faire. Par contre, il ne faut pas être déçu parce que c'est rare d'avoir la cause étiologique juste avec la cytologie. Alors il y a une exception près. Notamment, vous pouvez avoir, des inflammations au niveau du foie. En cytologie, on n'est pas très bon pour mettre en évidence ces inflammations, sauf quand elles sont majeures, éventuellement suppurées, et la corrélation histo-cyto a été relativement bonne, notamment pour les inflammations lymphocytaires chez le chat. Quand c'est une inflammation strictement lymphocytaire et assez importante, la cytologie n'est pas mauvaise pour la mettre en évidence, mais les autres inflammations, notamment quand elles sont chroniques, elles sont délicates parce que, et d'un, on a toujours une contamination hémorragique de nos prélèvements. Donc, si enfin, si j'allais dire, si le contingent inflammatoire n'est pas majeur, bah, ça se noie dans le sang. Du coup, on ne sait pas qui vient d'où, du sang ou du foie. Donc, c'est toujours un peu délicat. Et secondairement, même si on arrive à dire s'il y a une inflammation, en cytologie, on ne pourra pas dire si elle est centrée sur les canaux biliaires, si elle est centrée sur les hépatocytes, si c'est une cholangiohépatite, si c'est une cholangite, si c'est une hépatite. On n'aura aucune notion de localisation de l'inflammation. Ce ne sera pas possible. Par contre, en cyto, on n'est pas mauvais pour mettre en évidence les surcharges, qu'elles soient lipidiques, dans le cas de lipidose, ou glycogéniques, par exemple, dans les cas d'hépatopathie vacuolaire. On peut avoir aussi des tumeurs qui sont mises en évidence, qu'elles concernent directement les hépatocytes, hépatocarcinomes, les canaux biliaires, ou alors des infiltrations par des tumeurs à cellules rondes, par exemple. Là, c'est un mastocytome. On est relativement bon pour les tumeurs. La corrélation histocyto est relativement bonne. C'est pas comme l'inflammation. On a une sensibilité en cytologie du foie qui est vraiment pas bonne pour les processus inflammatoires, hein, et encore plus quand il y a un contexte fibrotique qui s'y est mis parce qu'on a du mal à récolter les cellules d'intérêt quand on va directement ponctionner avec une aiguille fine. Donc en conclusion, ponctionner du foie, c'est assez facile d'accès quand on sait qu'il n'y a pas de trouble de l'hémostase, facile à faire. On a des informations souvent, que ce soit de la surcharge, un bilan d'extension négatif ou positif, une infiltration par une tumeur ou pas, quel type de tumeur, etc.
Par contre, malgré tout, il y a un bon nombre de cas où vous allez fonctionner et vous n'aurez pas de diagnostic étiologique. Parce que on n'est pas bon pour les processus inflammatoires, pour les caractériser précisément, pour les confirmer quand ils sont d'intensité modérée, quand ils sont associés à un contexte fibrotique. Donc tout ça, on n'est pas très, très bon. Mais ça apporte pas mal d'informations quand même. Donc je ne vous dirai pas de jamais ponctionner du foie, c'est important de ponctionner quand on peut le faire dans des conditions safe, parce que ça apporte des informations. Mais après, il ne faut pas être déçu, parfois du résultat. Il faut savoir, bien l'interpréter et l'amener au propriétaire. Donc en pratique, en biologie médicale, il y a vraiment des tests de première intention pour suspecter une atteinte hépatique, avec les tests biochimiques, que ce soit des marqueurs fonctionnels, lésionnels hépatiques ou de cholestase. L'hémogramme, l'analyse d'urine, plus ou moins l'analyse des épanchements. En deuxième intention, pour véritablement confirmer une atteinte hépatique et évaluer ses conséquences, on va mesurer les acides biliaires en test cinétique, l'ammoniémie, un bilan d'hémostase pour voir si on a des conséquences sur l'hémostase ou pas. Éventuellement un épanchement quand on ne l'avait pas vu dès l'examen clinique, et pourquoi pas de la cytologie du foie. Et en troisième intention, pour rechercher précisément la cause de notre atteinte hépatique qu'on aura pu mettre en évidence par la biologie médicale, soit on va mettre en place une recherche d'agents infectieux, soit éventuellement de toxicologie si on a, un chien avec une race prédisposée aux hépatites, cupriques et cetera. Souvent, quand on investigue notamment des hépatites chroniques, l'anatomopathologie est le seul examen qui va nous permettre de voir l'intensité lésionnelle, que l'on aura au niveau du foie et de la préciser, de caractériser l'étiologie, voir quelle cellule est véritablement atteinte, si c'est plutôt hépatocellulaire, si c'est plutôt les canaux biliaires, comment c'est disposé, quel est le type d'inflammation et cetera. C'est souvent l'examen qui arrive en dernier lieu pour préciser et caractériser, l'atteinte hépatique. Donc en conclusion, hein, il y a de nombreux marqueurs permettant d'explorer du lésionnel ou du fonctionnel hépatique, que ce soit la cytolyse, la cholestase ou l'insuffisance hépatocellulaire. Ces marqueurs sont toutefois globalement assez peu spécifiques et plus ou moins sensibles selon les marqueurs auxquels on s'intéresse. Et souvent, combiner les marqueurs augmente la puissance diagnostique de la mise en évidence d'une atteinte hépatique et d'essayer d'en savoir plus sur cette atteinte hépatique. Voilà, donc par contre, à la dernière question en conclusion, la biologie est-elle suffisante? Mais j'ai déjà répondu. Bien sûr, il faut retenir que non. La biologie médicale, c'est un concept qui doit être fait en parallèle de l'imagerie médicale et bien souvent aussi de l'anatomopathologie, en dernier lieu pour véritablement caractériser et préciser l'atteinte hépatique au niveau lésionnel. Je vous remercie pour votre attention. Je vais regarder les questions éventuellement que vous avez posé pendant la présentation et encore une fois, du coup, vous allez pouvoir, travailler sur 2 petits cas cliniques, dont on fera la correction, le 6 juin, et puis on fera un troisième cas en live, pour essayer de travailler tous ces éléments et essayer de vraiment mettre en pratique, tous ces marqueurs biologiques, dont on a parlé et essayer de les interpréter, pour explorer au mieux, le lésionnel et le fonctionnel, hépatique. Alors du coup, Alors pour le moment, on n'a pas de questions. il y a pas de questions? Eh bien non, il faut croire que c'était extrêmement clair. Ou alors les gens sont partis avant la fin. Hem, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors on en a une là, je viens de l'afficher à l'écran. Alors, vérifier les plaquettes suffisait au contraire des biopsies où il fallait rajouter l'hémostase secondaire? Alors je vous avouerai que nous, ici, quand on a des animaux pour lesquels on suspecte vraiment une atteinte hépatique, hein, donc souvent on est déjà passé au presque, dosage des acides biliaires, ammoniémie et cetera, heu, on fait un bilan d'hémostase quand même associé. Et en plus maintenant vraiment, je regardais encore, quelques petits papiers et on a vraiment en plus de juste des anomalies sur, de l'hémostase secondaire, donc associée à un allongement du TQ, TCA et cetera, dans les cas d'affection hépatique chronique. On peut aussi avoir vraiment un dysfonctionnement au niveau des plaquettes. Donc certes, la numération plaquettaire est importante aussi, hein, à avoir en tête, mais c'est presque plus, le temps de saignement qui serait plus pertinent pour voir si ça va saigner réellement, si on ponctionne ou pas, que, juste la numération plaquettaire. Donc moi, à ponctionner du foie,
je conseillerais de, aller voir à minima effectivement la numération plaquettaire, ça c'est important, mais c'est important pour toute ponction, que ce soit ponction de la rate, ponction du rein ou autre. Et si possible, dans la mesure du possible, un bilan d'hémostasie secondaire. Voilà. Alors en attendant de voir si, on a d'autres questions, je vais vous envoyer le lien de l'enquête de satisfaction pour que vous puissiez nous donner votre avis sur nos webinaires. Donc elle est d'ores et déjà dans le chat, mais vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui va s'afficher. Donc personne n'a d'autres questions? Alors on a des gens qui remercient pour cette présentation, très agréable, nous dit-on. Bah, merci beaucoup, merci à vous. Ce sera beaucoup plus intéressant, enfin, beaucoup plus interactif la prochaine fois. C'est toujours plus intéressant de faire des cas cliniques. Le théorique, c'est important, hein, c'est la base, hein, mais c'est toujours plus important de le mettre en pratique, Alors pour ceux qui sont toujours là, j'ai mis dans l'onglet Apps, donc en bas à droite de votre écran, Apps, partage de fichiers, vous avez la présentation qui vient de vous être projetée et en dessous, le document des cas cliniques que vous pouvez, d'ores et déjà préparer chez vous, avant le prochain webinaire. Et pour ceux qui sont partis ou qui sont sur, mobile, vous recevrez aussi ce document par mail, lors de l'annonce du prochain webinaire. Bon, bah, écoutez, je vous remercie à tous et Alors puis on a je une vous dernière souhaite petite une question. bonne fin de journée. Excuse-moi, j'ai mis une dernière question à l'écran. Ah pardon, alors j'ai pas vu. Pouvez-vous expliquer l'augmentation des avec le traitement phénobarbital? À quelle augmentation faut-il changer de molécule? Ah, alors là, bonne question. Alors pour tout ce qui est thérapeutique, je ne suis pas la meilleure personne. Et pour, le phénobarbital, il y a une part d'induction, d'activité enzymatique et après, pour la toxicité, là j'avoue que sur le terrain, c'est pas moi qui l'utilise le phénobarbital, donc je laisserai un interniste vous répondre. Là, je suis désolée. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous avons passé quand même 1 heure 45 ensemble, hein. Merci pour ce webinaire, très, très, détaillé, et Bah, il y a clair. beaucoup de choses sur le foie à Oui. dire. Et donc, et ben, on a hâte, du prochain webinaire avec les cas cliniques, qui se déroulera au mois de juin. Heu, En attendant, eh bien, si vous voulez revoir ce webinaire, vous pourrez, le revoir en replay. Vous recevrez le lien d'ici une petite, demi-heure. Merci beaucoup Fanny d'être venue. Mais de rien, avec plaisir. À la prochaine fois. Et oui, et ben, à très bientôt. Merci à tous et Au très revoir. bonne journée. Bonne journée.